La seule chose dont on est certain quand on arrive sur Terre, c'est qu'on va la quitter un jour. Et c'est peut-être cette certitude qui nous fait nous poser cette question. Existe-t-il un après? Les expériences de mort imminente et certains comas nous laissent penser que derrière le voile de notre fin physique, une vie différente nous attend. Et si c'est le cas, est-ce que l'on retrouve nos proches, ceux qu'on a aimés? La vie après la mort? Ce soir, je vous en dis toute la vérité. Rien que la vérité, celle de mes invités. Alors bonsoir, bienvenue. Je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Depuis 10 ans, j'interroge et je questionne des spécialistes, des témoins qui peuvent nous éclairer sur l'au-delà, sur ce drap qui, selon eux, sépare la vie physique de la vie spirituelle, celle où notre conscience, notre âme va où elle veut et retrouve peut-être ceux et celles qu'elle a aimés. La vie après la mort. Vaste sujet, mais il existe visiblement des phases de vie et des gens qui nous donnent de l'espoir. C'est le cas avec le coma ou encore avec les chamans. Et ça tombe bien, c'est l'objet du film À toujours, pour lequel je reçois toute l'équipe, en tout cas une grande partie ce soir, à commencer par le réalisateur Philippe Garcin. Salut Philippe. Salut Bob. Je suis ravi de te retrouver Philippe sur BTLV parce qu'on avait fait quelques aventures et quelques émissions ensemble. Tu es là pour un film et à côté de toi on a Pascal Légitimus, un de tes acteurs. Salut Pascal. On est ravi de vous accueillir. On va parler bien sûr. Pascal, tu étais venu déjà toi sur BTLV devant les caméras de Sandrine Chopin pour des célébrités face au surnaturel. Enfin, à l'époque ça s'appelait les connus face à l'inconnu. Et puis il y a en face quand même, il y a voilà l'agente féminine. Exactement. Voilà, Sandrine qui est avec nous. Ça va bien, Sandrine Gabriel. Non, mais ça va bien se passer. Et puis à côté, l'homme que l'on voit pas, en fait, co-scénariste, Jérôme, ça va? Merci. Jérôme Lombard, hein, c'est ça si je ne m'abuse. On est ravis en tout cas de vous avoir tous les quatre sur BTLV. On va essayer d'en savoir plus sur votre sentiment. Je sais que vous avez tous des sensibilités parce qu'en fait vous ne seriez pas allé sur un tel sujet. D'ailleurs, la première question que j'ai envie de te poser finalement, Philippe, elle est à toi. Pourquoi cette question? Voilà. Pourquoi, si tu veux, faire un film sur le coma? Parce qu'en fait, ça parle de ça et c'est ce... J'avais reçu il y a très longtemps Dominique Bromberger, je me souvenais, qui était présentateur du journal et qui avait fait un coma et qui avait eu une expérience assez mystique durant son coma. Pourquoi ce coma? Écoute, en fait, moi, le coma, c'était un outil pour parler aussi de quelque chose. Et parce qu'en fait, au travers des expériences que j'ai pu vivre, moi, non pas de coma, mais d'expériences chamaniques avec des éléments en fait un peu particuliers, je suis allé dans un espace qui est le même, que l'on peut imaginer similaire à cet espace du coma où ça nous emmène dans un autre monde ou dans un monde parallèle. Et c'est pour ça que je me suis dit, de ce que je pouvais, moi, avoir vécu et ressentir, on est à peu près dans le même sentiment, même expression. Et ça me semblait important aussi de signifier ça parce que le coma, c'est simplement une petite mort, on va dire, de quelque chose. Et puis, qu'est-ce qui s'y passe derrière? Si on ouvre des portes, il se passe quoi? Voilà. C'est la vraie question. Sandrine, oui. Quand on est actrice et qu'on propose un film comme À toujours, sur justement ce passage, ce voile, je disais tout à l'heure en préambule, voilà, parce qu'on peut imaginer que finalement, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est juste un voile et on passe d'un côté de l'autre. C'est quelque chose qui te touchait? Moi, ça m'a déjà toujours touchée. Je pense que oui, ça m'a toujours touchée. Et puis, en fait, ce qui se passe surtout, c'est que j'ai vu et j'ai lu le livre à son tout début. Je suivais page par page. Philippe m'envoyait. J'ai vu la naissance en fait du roman. J'ai eu la chance. Donc, si vous voulez, moi, c'était dans ma tête, il ne pouvait pas prendre une autre actrice. C'est pas possible. Mais non, blague à part, oui, j'ai suivi l'histoire, le roman de très près. Donc, et c'est un sujet qui m'a toujours touchée, qui m'a toujours attirée. Je pense que depuis, j'ai un papa qui faisait du pendule. Déjà, qui faisait des soins et tout ça. Donc déjà, il y avait une ouverture. Et puis moi-même, déjà petite, voilà, j'étais un petit peu... Éthérée. C'est vrai. C'est complètement ça. J'espère pas trop quand même. Pascal, toi quand tu es venu sur BTLV, je me souviens, on avait été étonnés par la facilité avec laquelle tu évoquais justement ce lien, par ta grand-mère déjà, je crois, je me souviens. Et donc pour toi, il n'y a aucun problème. Le fait de parler de ça, et d'ailleurs on voit aujourd'hui que ça s'ouvre un petit peu, qu'on parle plus facilement, c'est quelque chose qui est d'une normalité absolue?
Moi, j'ai été élevé un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une phrase qu'on me disait étant jeune, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Ouais. Donc déjà, tu te dis OK. Et puis il y a tous les phénomènes quantiques. Quand tu fais un peu de physique avec les atomes, les neutrons, les neutrinos, il y a déjà c'est des choses qui ne se touchent pas. Quand tu vois les planètes, quand tu prends la Terre et que tu recules, on est vraiment bref. Et c'est vrai qu'il y a une planète qui est tellement énorme qui, paraît-il, on en met 90 ans pour en faire le tour. Donc quand tu entends des concepts comme ça, tu dis à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le truc? On est dans quoi? On est qui? D'où on vient? Dans quelle étagère? Dans toutes ces questions. Très tôt, je me les suis posées. Et puis à force de fouiller, de lire des bouquins, et le premier bouquin que j'ai lu, c'était de Lobsang-Rampa, Le Troisième œil. J'avais 14 ans. Et ça m'a ouvert des portes. J'ai dit, OK, donc dans le monde de l'invisible, il y a des choses, j'ai envie de savoir, tout simplement. Voilà. Épouser le rôle d'un chaman, parce que c'est le rôle que tu as. Chaman. Comment on se prépare à être un chaman? Parce que... On se prépare comme tous les rôles. C'est-à-dire que déjà, il m'a grimé, il m'a un peu grisonné. Il t'a vieilli un peu? Vieilli, en même temps, j'ai une jeunesse. Transparaît. Mais oui, en tout cas, il avait une idée bien précise physiquement de ce qu'il voulait. Après, c'est dans le film, ce court-métrage, j'ai une espèce d'intention, une intonation très intériorisée. Très, très calme, très détendu. Donc c'est un personnage qui n'était pas très compliqué pour moi à interpréter, mais pour lui c'était nouveau. C'était un challenge de me mettre dans ce genre de personnage. Moi qui ai une étiquette un peu d'humoriste et de comédie. Et puis pour moi c'était plus facile de jouer en général des choses dramatiques que des choses drôles, parce que l'humour c'est très scientifique, c'est compliqué. Mais j'ai aimé le scénario tout simplement, donc je me suis engagé avec bonheur. Alors, Philippe, on va regarder la bande-annonce du film. Il y a une bande-annonce? Oui. Ça dure combien de temps? Parce que comme c'est un court-métrage, c'est quoi le truc? J'ai fait une bande-annonce de 28 minutes. Ah, super. Ouais, plus longue que le court-métrage, en fait. On regarde cette bande-annonce et on en parle juste après. Nathan? Allez, va t'avancer dans tes devoirs. Hein? Ton père va pas tarder. Salut, pas. Bon anniversaire, mon garçon. Allez, ouvre la porte. T'es vraiment inconscient. Reste là, mon cœur. C'est quoi? Des herbes sacrées qui vont t'aider. Tu te sens prêt? Toujours, voilà, le film de Philippe Garcin. Philippe, c'est un moyen métrage, 28 minutes, c'est un court métrage Non, il fait 20 minutes exactement. Ouais. C'est un court métrage encore. Ouais, c'est un court métrage. On reste encore dans le format. La vie du film, c'est les festivals, les choses comme ça, c'est ça, j'imagine? Ouais, là, pour l'instant, effectivement, c'est l'objectif. On va essayer de partir vraiment sur les festivals d'abord parce que c'est toujours un besoin que de faire vivre un court métrage et puis de lui permettre d'être vu à droite à gauche, parce que le court métrage, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour être vu, donc le festival et à ce sens-là est intéressant. Et puis après, c'est d'aller prolonger pour la suite, on va dire, c'est de montrer. C'est une carte de visite. C'est une carte de visite aussi. C'est pour ça qu'il est capable de faire un film. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis après, on a le projet du long derrière, et c'est vrai qu'on a vraiment envie de le montrer aussi, et puis d'ouvrir ces portes-là pour montrer c'est quoi l'autre. La presse, c'est invisible qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai très envie aussi qu'on aille dans ce registre-là, tu vois, et de montrer ça, quoi. Alors justement, on a posé la question à nos internautes, retrouvons-nous nos proches après la mort? Vous répondez oui à 76%, et 24% non, j'aimerais. C'est quand même, c'est beaucoup, hein, 76%, ça veut dire que... Ouais. Mais alors, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Netflix, pour faire la promotion de... tu peux, hein, donc on n'est pas vraiment concurrents. Mais bientôt sur BTLV. Sur Netflix, il y a un documentaire un documentaire sur un gars qui s'appelle Tyler Henry. Oui, j'ai vu. Voilà, Tyler Henry, qui est donc le plus grand médium des États-Unis, parce qu'il y a 300 000 personnes qui font la queue. Et Netflix a eu l'idée de prendre une vingtaine de personnes là-dedans, et lui, il va les voir. Il les connaît pas, et donc il fait une espèce de médiumnie en direct. Et il dit, en général, souvent, à 95%, que les morts des proches sont à côté, qu'ils envoient des signes, et que là où ils sont bien. Donc c'est rassurant.
Mais c'est vrai que lui est assez étonnant quand même, parce que il arrive en voiture, il débarque chez quelqu'un, voilà, boum, bam. Moi, je suis toujours un peu circonspect depuis 10 ans, parce que je me dis, tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, parce qu'une fenêtre sur l'invisible, d'accord, mais lui, on a la sensation que c'est comme ça, quoi. Et je me dis que quand ça nous arrive, c'est pas si facile que ça. Ouais, alors, moi, j'ai des exemples d'amis comédiens, parce que je côtoie un peu ce milieu-là depuis tout petit, mais j'ai une amie comédienne célèbre, dont je tairai le nom. Elle était en voiture avec son mari, tranquillou, et puis tout d'un coup, elle dit « Oh, je suis un peu fatiguée ». Donc elle, elle recule son fauteuil, et puis elle se met comme ça, et puis elle fait un petit somme de, allez, 2 minutes. Accident de voiture, bam, tout d'un coup, il y a une espèce un camion qui a, paf, et tu as une tubulure qui arrive juste devant elle, comme ça. À ça de son mari. Donc, qui lui a dit recule, parce que dans 5 minutes, il y aura un accident, sinon tu vas te percuter le truc. Et moi, il m'est arrivé la même chose. Pour faire court, je revenais d'un festival à Marseille, de cinéma. On m'a accompagné à la gare Saint-Charles. Et puis tout d'un coup, je suis au téléphone et je fais ça. Je change de main. Je remonte la vitre et je fais ça. Et je continue à téléphoner. Et là, au bout d'1 minute, il y a une canette de bière, Heineken, qui débarque, et qui me tape là et qui tombe derrière. Donc il y avait derrière une comédienne avec son fils. Donc, si j'étais resté comme ça, la fenêtre ouverte, je me prenais la canette en pleine gueule. Qui m'a dit 1, 2 et 3 Qui? Enfin, je dis qui. Ouais, qui, quoi, voilà. Donc, à un moment donné, et ça, j'en ai vécu plusieurs de ces expériences qui m'ont permis de me dire, il y a des gens qui te disent, qui te protègent, qui te susurrent. Et puis, j'ai vu aussi des espèces de mini-films sur Internet où tu as quand même des gens qui dorment, on fait des expériences, on les filme la nuit. Tu as des espèces d'ombres, des démons, je sais pas, qui... Bon, bah, à un moment donné, tu te dis, voilà, donc pourquoi pas Après, je pense qu'on a tous ce genre d'expérience. Mais bien sûr. Ah, bah, clairement. Mais après, voilà, Pascal... Il a ce recul, dire ah là, mais ah bah, il y a des gens à qui ça arrive, ça voilà. pas compte. Ah bah ouais, ils ne se mettent pas compte que ouais, mais attends, d'où ça vient ça? D'où ça vient ce truc que j'ai voulu changer de bras, nanana. Mais ça veut dire quoi, Pascal? Alors, je vous pose la question à tous d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être un destin, le fait que tu fasses ça, que machin, parce que moi, tu vois, par exemple, les gamins qu'on a retrouvés en Amazonie, là, tu vois, 40 jours, il y a un bébé d'1 an et tout, ils meurent pas. C'est pas leur. T'as l'impression que c'est pas leur. Alors que toi, tu vas, une journée, t'as une tarentule, un jaguar, un machin, t'es dépecé, etc. Eux, pas du tout. Il y a quoi? Il y a un destin, il y a une mission de vie, il y a un truc? Moi, je pense qu'il y a un tapis qui se déroule, un tapis rouge. Et quand on s'en écarte, je pense qu'on nous ramène dans ce tapis. Parce que je pense qu'on a une destinée. On dit destinée, destin. C'est pas un mot qui est anodin quand même. Oui, bien sûr. Donc c'est qu'on a un but. On a peut-être un but ou un rôle. Ouais, clairement. Ouais. Donc à un moment donné, si on écoute les signes, parce qu'on n'est pas éduqué à ça. À l'école, c'est 2 et 2 font 4, racine carrée de 25, c'est 5, et ainsi de suite. Bon, à un moment donné, ça va, mais il y a autre chose. On n'est pas éduqué à ça. Mais si on est éduqué, comme dans certains pays, il suffit d'écouter les signes et puis de suivre son chemin. Alors après, si on meurt dans 3 jours, dans 1 an, dans 10 ans, peu importe, parce qu'après, ça se passe bien. Donc, la mort, en fait, ce qui est difficile quand on est âgé, c'est la solitude. C'est pas la vieillesse. Et la douleur. Donc, ah bah oui, bien sûr. La douleur et la solitude sont les 2 choses qu'on peut redouter. Le reste, on meurt, puis voilà, quoi. Mais tu sais, j'ai fait une émission qui va être mise en ligne, je crois, pendant l'été, avec un docteur et sciences qui travaille avec l'Institut Max Planck en Berlin. Il te parle et l'Institut Max Planck travaille sur les ondes que nous dégageons. En fait, tout est ondes. Hein. Bien sûr. Et en fait, eux avancent l'idée qu'effectivement, ces ondes-là disparaissent après, quelque part, s'en vont, mais qu'elles ne meurent pas. C'est-à-dire que ce qui nous anime, nous, voilà, et que tout est onde. Hein. C'est-à-dire que l'eau que tu bois ou le jus de fruits, c'est une onde qui envoie l'information au cerveau, qui te dit « Ah, c'est bon, c'est goûtu, etc. » Enfin, c'est un truc de malade. C'est quantique. C'est exactement ça. C'est une fréquence. C'est ça. Comment ça se fait que tu prends un atome, tu le déplaces d'un point A à un point B, il va avoir un certain comportement. Tu mets une caméra pour témoigner de... Et il change de comportement. Comment sait-il qu'il y a une caméra? Tu vois, à un moment donné, et puis même la musique c'est quoi? La musique, c'est quoi? C'est des sons, mais ils sont où? Oui, c'est ça. Mais tu sais, on fait tous un métier public, puisqu'on passe aux écrans, etc. Moi, je suis toujours épaté quand je regarde, par exemple, un film d'acteur décédé. En fait, je regarde son fantôme, c'est-à-dire que je le vois s'activer, son machin, te filer du bonheur, te filer de l'émotion, te pleurer, et tu dis, cette personne n'est plus là. Je ne sais pas comment font les enfants, d'ailleurs, de ces artistes-là, parce qu'en fait, tu vois ton père tellement vivant ou ta mère tellement vivante, tu vas te dire, mais je trouve ça fabuleux. Et tu te dis, mais finalement,
c'est ça qui reste. C'est toute l'énergie que l'on a en nous. Finalement, cette énergie, elle ne peut pas partir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait... L'énergie de cette émission, elle va rester quand on ne sera plus là. Voilà. Ah oui, surtout après nous. Alors, on n'a pas beaucoup entendu le coscénariste du film. Jérôme, quand tu connaissais Philippe depuis longtemps, tu avais déjà travaillé avec lui? En fait, on a commencé à travailler ensemble le jour où on s'est rencontrés. D'accord. On était voisins. D'accord. Et Philippe donc on a discuté, on a fait connaissance. On s'est aperçu qu'on était tous les deux dans les métiers du cinéma. Philippe m'a filé son bouquin. Ouais. Donc je l'ai lu, le voyage était assez bouleversant, ça m'a parlé sur beaucoup de sujets, le côté Amazonie, Brésil, c'était quelque chose qui faisait écho à ma propre enfance. Et puis toute la dimension spirituelle, ça me parlait beaucoup. Donc on a décidé assez vite de travailler sur une adaptation de son livre pour un projet de long métrage, et qui entre-temps a donné lieu sur le chemin au court métrage dont on a vu la bande-annonce. Quand tu dis qu'il t'a un peu interpellé le bouquin, c'était un univers qui t'intéressait un petit peu, ou parce qu'on peut être bouleversé par un livre qui n'a rien à voir avec l'univers qu'on fréquente et qu'on a l'habitude d'aimer? Alors moi, je suis très intéressé par toutes les questions de spiritualité, de monde que l'on ne connaît pas forcément bien depuis mon adolescence. J'ai été éduqué dans la foi catholique, mais j'ai vécu un certain nombre de choses quand j'étais jeune qui m'ont incité à être extrêmement curieux. J'ai notamment vécu une expérience de ce que vous appelez de décorporation. Ouais, une sortie de corps. Une sortie de corps. T'as vécu ça, toi? Ouais, à l'âge de 20 ans. On sait pas tout, hein. Et Depuis, il essaie de faire des rentrées de corps. Mais voilà. Donc à partir du moment où on constate de façon très rationnelle, très physique, qu'on est au-dessus de son cœur, ouais. qu'on voit des gens se déplacer autour de nous et qu'on les voit de haut, forcément ça interpelle et ça oblige à revisiter un petit peu son référentiel. Et c'est ce que j'ai fait sur les 30 dernières années, c'est revisiter, explorer, m'intéresser à beaucoup de sujets, ce qui fait d'ailleurs que je regarde beaucoup BTLV. Ah, c'est bien. C'est une idée, ça. Ça me plaît, il me plaît. Voilà, et m'ouvrir les chakras, voilà. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qui, Philippe, fait qu'aujourd'hui, pour toi, ce sujet commence à devenir presque mainstream? Quand je dis mainstream, c'est que on a plein de femmes qui... on a fait une conférence avec Patricia Daré il y a une semaine, qui était pleine à craquer, 90% de femmes. Alors, on a l'impression quand même que l'ouverture, elle est plus féminine que masculine, mais on en parle plus facilement. Moi, à chaque fois que je fais un dîner, ou que je reçois, ou que j'ai des copains qui me disent, j'ai toujours une nana ou un mec que je connais pas qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je leur dis et puis au bout de 10 minutes, tu sais que moi j'ai vécu ma grand-mère, j'ai vu ça, j'ai vu ceci. Et ils commencent à en parler plus facilement quand même. Oui. Donc, voilà. Ça bouge là, ça bouge quand même pas mal. On commence à se rendre compte qu'il y a une forme d'intérêt à cela pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui se passe. C'est vrai qu'on a souvent des femmes. Moi, chaque fois que je fais des conférences avec le bouquin, j'ai 80% de femmes. C'est fait pour pécho, en fait. Oui, c'est ce que j'essaye. Bon, ça marche pas tout le temps. Tout ça pour ça, en fait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui sont là et on sent bien que les hommes ont du mal. En fait, je ne crois pas que c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances, c'est parce qu'ils ont peur de le dire. Oui, c'est ça. Ils n'osent pas le un peu dire. encore macho. Il y a encore un là-dessus, côté, donc, voilà, je suis un mec. C'est vrai que dans une société où tu dis que tu es un peu spirituel, pour employer un mot simple, tout de suite on dit ouais, c'est sorcier, machin. Exactement. Voilà. Ouais, c'est comme au Moyen-Âge, hein, sorcière. Pourquoi? Juste parce que tu soignes quelqu'un avec tes mains, tu coupes le feu, tu es une sorcière. Donc il y a aussi, comme il dit, il a raison. Mais je pense que c'est ça, c'est de la timidité. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se révéler parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes un peu plus publiques qui commencent aussi à en parler. On ose le faire, on ose le dire, on ose dire que, ouais, tiens, tu sais, quand je pose la main, j'arrive à soigner quelque chose. Tu sais, l'invisible, il y a ça, et puis j'ai vécu ça. Et puis il y a des gens qui ont été soignés. Et puis il y a des gens qui ont été soignés. Moi, j'ai un copain, il s'est déboîté l'épaule, l'opération, ça n'a pas marché. Et à distance, il y a un gars qui a fait clink, 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 cloc, cloc, et il avait plus mal. Alors, ils l'ont opéré après, mais il avait plus mal. Donc, mais par tu sais, téléphone, tu te dis... Dans l'émission que tu avais faite, Les Connus face à Inconnus, avec Sandrine Chopin, Franck Leboeuf, quand même champion du monde. Le mec joue à l'époque en Angleterre, et il se blesse. Et en fait, il y a un de ses potes qui lui dit écoute, t'es mobilisé 3 mois, tu connais quelqu'un? Oh, arrête tes conneries, toi. Ils prennent la grosse bagnole, ils arrivent, une ferme, un truc pourrave, et il nous dit
tu vois, le truc, voilà. Sauf que le mec lui dit, mettez-vous là, ok, il s'allonge et tout machin, il met ses mains, il le touche pas, tu vois, il dit, ok, vous pouvez partir. Le bœuf, il dit, ouais, c'est bon, charlatan et tout. Le lendemain, il était sur le terrain. Un truc de malade, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bon alors, en tout cas. Je vais vous signaler quand même, pour ceux qui viennent d'arriver, qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, que ce soit YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn, Twitter, on est partout. Si vous nous loupez, c'est que vous le voulez. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, on est revenu après toute cette pandémie et toutes ces histoires un peu compliquées qui nous empêchaient de faire des moments en live et en présentiel. On est revenu sur le devant de la scène avec notamment, on en parlait, la carte blanche à Patricia Darry il y a quelques semaines. Et puis, on vous propose les prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Regardez, c'est la 9e édition. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 9. Les 10 et 11 novembre 2023 à Paris. Venez vivre un événement exceptionnel. Retrouvez sur scène durant 2 jours Egon Kragel, David Gallet, Anton et Anaël Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Pourtal, Jocelyn F. Keller, Bluette Dio, Patrice Marty, Patricia Daré. OVNI, paranormal, spiritualité, ancienne civilisation, artefacts, réincarnation. 10 conférences inédites, sans oublier la diffusion en avant-première du nouveau film de David Gallet sur les contacts extraordinaires. Les 10 et 11 novembre à Paris, au Forum 104. BTLV vous donne rendez-vous pour 2 jours de fête présentés par Bob. Infos et réservations sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Voilà les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, belle affiche, vous avez vu, voilà, c'est les plus grands spécialistes du mystère et l'inexpliqué. Il y en aura pour tout le monde, on va parler d'OVNI, on va parler de contacts extraordinaires, on va parler des anciennes civilisations, de Mu, etc., de l'Arche d'Alliance avec Bluette Dio, ça va être légitime Mu. Voilà, ça va être une très très belle réunion que nous allons vous proposer. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu, on avait fait pendant quelques mois et quelques années, depuis le Covid, de la vidéo. Ouais. Puis là on revient et on est très content de la prochaine pandémie. Hein. Oui. Alors, attention parce que 2025. Moi j'ai des infos, on m'a dit des choses qui étaient un peu, qui font un peu flipper. Hein. 2025. Voilà, arrête un peu. Non. Voilà, donc voilà. Bon, dans tous les cas, une chose est sûre, on est là ce soir pour parler d'un film. Le film c'est À toujours. On a un peu parlé de vos ressentis les uns et les autres. Les chamans. Monsieur Légitimus, c'est vous qui endossez ce rôle magnifique dans ce film. Ouais. Les chamans, on a la sensation, effectivement, que c'est une porte et depuis longtemps. Oui. Sur l'au-delà. C'est quelque chose qui, on se dit, eux, c'était les physiciens de l'époque, et aujourd'hui, on s'aperçoit, et la physique va les étudier d'ailleurs, s'aperçoivent que finalement, ces mecs-là, ils ont une connexion. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, j'adorais les Indiens. Je ne sais pas pourquoi. Je connaissais toutes les tribus par cœur, Arapaho, Shoshone, les Kni, les Pieds Noirs, les Apaches, par cœur. Et j'étais fasciné par le contact qu'ils avaient avec la nature. Ouais. Et quand les Américains sont venus, les méchants, ils ont tout décimé, mais ces types-là étaient déjà connectés spirituellement, physiquement, avec la terre, et ils se soignaient avec des herbes, comme en Amazonie d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré effectivement à ce court-métrage, parce que j'estime que ces gens-là détiennent peut-être et certainement des choses ancestrales qui sont aujourd'hui utiles et nécessaires. Alors, on a Stéphane Roux qui est l'un des acteurs, et comme je sais qu'il ne doit pas rester très longtemps parce qu'il joue au théâtre, il va prendre la place de Jérôme, et toi aussi Pascal, tu dois partir. Donc on va en profiter, on va demander à Valentin qui est à la régie de débrancher Jérôme et de brancher Stéphane, de façon à ce que voilà. Je n'allais pas le dire, on aurait cru que je m'étais transformé. On dit tout ici, on dit tout ici, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, regarde, on voit ça en direct, hein, donc voilà, Valentin qui va débrancher Jérôme. Dites-moi, Philippe, quand on fait un film comme ça, ou d'ailleurs, tiens, je vais te poser la question à toi, Sandrine, même si on voit tout le petit changement de décor et de petits personnels, c'est quoi la vie après la mort pour toi? Ça indique quoi? Pour toi, ça veut dire qu'on est plus grand que ce que l'on est, qu'on est ici qu'un corps, et qu'il y a quelque chose de plus grand après? Mais tout à fait. Oui. Merci, à bientôt. C'est la question, tu sais. Allez, boum, au revoir, à bientôt. Salut Stéphane. Salut. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas insister. On est plus grand et on est partout. Ouais. Voilà, c'est tout.
On a une petite enveloppe, là, on a notre petit véhicule terrestre. Voilà, on a notre véhicule terrestre. Hybride, c'est pas encore... Oui, maintenant, il faut prendre de l'hybride parce que c'est... Voilà. ouais. Et donc voilà, un jour, ce petit véhicule s'arrête et puis on part ailleurs. Mais ça montre quand même une... Elle dit ça comme si oui, c'était... le... Voilà. Et oui, mais il y a des gens qui nous regardent, ils ouais, disent, c'est normal. c'est quoi l'explication? Alors, ceux qui nous regardent, ils ont bien compris. Ça fait très longtemps qu'ils ont l'habitude. Hein, donc voilà. Excusez-moi. On n'est pas sur TF1, si tu veux, où là, ils vont se dire, mais ils sont fous, là. Parce que voilà. La seule chose, c'est que justement, souvent, il n'y a pas d'explication. Mais non. C'est une conviction. On arrive sur Terre avec cette conviction. D'autres arrivent sur Terre en disant non, ça n'existe pas, c'est nul. Mais expliquer pourquoi on a cette conviction, à part le fait que lorsqu'on s'y intéresse, c'est vrai qu'automatiquement on côtoie, on attire vers nous des personnes qui ont les mêmes convictions et des médiums, etc. Je vais aller en toi, tu peux équiper Stéphane en même temps, on s'en fout. Hein. Voilà, on est en live ce soir. Voilà, donc. On a la maison. Donc, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, et ça c'est très important, qu'effectivement il y a une parole qui se libère. Mais ce qui va se libérer aussi, Philippe ou Pascal, c'est que quand même, c'est la prise de conscience de tout cela va nous permettre quand même, nous, de se dire, mais attends, j'ai pas besoin d'un père de substitution, j'ai pas besoin d'un président de substitution, j'ai pas besoin de tout ça. Finalement, je suis le propriétaire de mon véhicule, de mon enveloppe, je fais ce que je veux, je m'affranchis de tout ça. Attention, tout en étant dans la communauté, ça n'est pas tout de se dire, voilà. Mais ça change la donne quand même dans la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est dépendant d'un système. Ouais. Quand on est déjà, on a une carte d'identité, on a des numéros, sécurité sociale, donc on est déjà identifié. Donc on fait partie d'un système. Et c'est rassurant de se dire qu'on peut sortir du système spirituellement, parce qu'on est soi avec soi. Donc on a de compte à rendre à personne. Donc des fois on peut être un peu rebelle, non pas rebeu, mais parce que j'ai quand même une réputation, il faut que je fasse des jeux de mots de temps en temps. Et on le demande sur les réseaux là. Donc, il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle. Fais nourrir. Vas-y, bâtard. Et Manu, tu descends. Pourquoi faire pour aller à BTLV. Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens, ça les rassure aussi de se dire qu'il y a autre chose. Parce que les gens sont en perdition totale, certains, de se dire « Ah ouais, donc après la vie, il y a quelque chose. Ah, ça me rassure. » Et puis, il y a ceux qui sont ancrés dans la religion, parce que la religion, c'est un frein pour certains. Donc, il y a un cadre, mais... Mais après, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on regarde l'histoire de ces univers-là, ce qu'on appelle, dans les années 70, on appelait ça le New Age, etc. En fait, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements un peu sociétaux où les gens sont perdus, ils se retrouvent vers finalement l'essentiel. C'est on se recentre, on essaie de comprendre pourquoi on est là et le sens de la vie. C'est d'où je viens. Attention aux gourous, parce qu'il y a des gourous qui profitent de ça, qui créent des sectes. Donc il y a aussi, parce que les gens sont ils ont besoin d'être communauté. Carence affective. La carence affective, pour moi, c'est le mal du siècle. Donc, dès qu'il y a un des gars qui dit « Ouais, viens, je vais... Allez, les filles, les gonzesses, venez, je vais vous... » Oui, c'est souvent ça, d'ailleurs. C'est marrant, c'est jamais les mecs. Viens là, je vais t'expliquer la vie, tu vas voir. Donc, voilà. Alors, Stéphane. En fait, pour terminer, mon conclusion, je crois que c'est la famille qui crée des monstres. C'est la famille qui doit éduquer les enfants à tout ça. C'est pas l'école, c'est la famille. La transmission, elle se fait là. Donc, voilà, j'ai tout dit. Bon, Stéphane, tu viens d'arriver. C'est vrai, on t'a vu dans la bande-annonce de ce film À toujours. Toi, tu étais déjà venu sur BTLV. Comment t'expliques que les gens du métier, de l'artistique, il y a cette ouverture d'esprit? Je pense qu'on est tous un petit peu fêlés dans ce métier. Et je ne sais plus quel sage a dit « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Alors, tout le monde n'a pas cette ouverture, notre ouverture. Non, on n'a pas. Même dans le métier, vous sentez qu'il y a des réticences parfois? Oui, les gens qui sont très cartésiens. Et ils n'ont pas les trucs comme ça. Non. Et moi, tu vois, c'est on les a. Et voilà, moi, j'ai toujours dans mon petit sac à dos, là, tu vois, que je me trimballe partout, j'ai un pendule pour faire des soins énergétiques, j'ai de l'homéopathie, j'ai des huiles essentielles. Aujourd'hui, les copains, ils sont contents parce que je peux donner un coup de main quand quelqu'un a un petit bobo. Il y a quelques années, on me prenait pour un doudingue pour tout ça, tu vois. Donc, les choses évoluent quand même. Mais je pense que c'est... Oui, enfin, comme vous l'avez certainement déjà dit, c'est indispensable d'avoir cette ouverture-là. Et d'imaginer qu'il y a
tout un univers invisible qu'on ne perçoit pas, en tout cas par nos 5 sens, que je pense les enfants, les petits-enfants, moi j'ai un petit de 17 mois, je pense qu'il voit tout ça. Il a une connexion à la nature, aux animaux. Il est dingue quand il voit des animaux vivants. Hein. Un steak, parce un qu'un steak, steak, ça le branche pas plus que pas ça. une côte de bœuf. Non, Voilà. celle-là c'est un peu Plutôt un froid. Voilà. Alors, pour rebondir sur la religion, je ne sais pas si, je pense que d'aucuns le savent déjà ici, mais il semblerait que la Bible autrefois faisait mention de la possibilité de se réincarner, en tout cas d'avoir plusieurs vies. Bien sûr, ouais. Et que ça a été éradiqué, nettoyé, expurgé à la demande d'Isabelle la catholique, qui voulait absolument que ses ouailles, ses citoyens, soient convaincus qu'il n'y ait qu'une vie et que donc il fallait réussir cette vie-là, notamment matériellement, pour qu'elle puisse percevoir plus d'impôts. Oui. Donc on est quand même dans une sacrée hypocrisie. C'était déjà peut-être un peu une secte, déjà, cette façon de faire. Ça y est, Après, est-ce que c'est pas aussi, moi je le dis souvent, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi peut-être une loi universelle qui fait qu'on ne doit pas savoir ce qui se passe après. Parce que si on sait, il y a peut-être des mecs qui vont se dire, bon, c'est bon, c'est cool, après je vais y aller. Donc il y a peut-être des gens qui peuvent faire des raccourcis, il y a peut-être des gens qui... Ouais, après, c'est l'appartenance à chacun, en fait. Mais je suis d'accord parce qu'on m'avait tenu le même propos, alors que j'étais en Amazonie, on me tenait exactement ce même propos. Dire, ouais, mais tu sais, c'est trop facile parce que dans ces cas-là, si tu as d'autres vies, tu peux faire ce que tu veux dans celle-ci, t'en as rien à foutre. Non. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est une pas loi la de considération. responsabilité. Exactement. Moi, je préfère la notion bouddhiste de responsabilité de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, parce que chacune de ces choses-là crée une vibration. Complètement. Qui circule dans l'univers, plutôt que la notion de péché propre au catholicisme, enfin toutes les religions. Toutes les religions, oui, mais toutes les il y a grandes toujours le religions du côté texte, péché, quoi, on va dire. qui pour moi coupe les bras. Tu vois, ça te rend impuissant, ça culpabilise l'individu et donc ça peut l'empêcher d'évoluer. Ce qui est dommage. Alors que la notion de responsabilité, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Exactement. Mais si tu sèmes de la merde, si tu fais de la merde, tu sèmes de la merde, tu récolteras pas de l'or. Moi, ce qui me fascine, c'est que les gens qui sont réticents au monde de l'invisible, ils ont quelque chose qui est devant leur nez depuis tout petit, c'est l'amour. Le sentiment d'amour, c'est un truc qui est incroyable. Cette force, on l'a tous vécu, d'être amoureux, puis d'être transporté, d'être plein d'énergie positive. Et les gens ils disent ouais, mais je crois pas à la vie. Alors déjà, il y a un truc qu'on ne voit pas qui vous émerge, qui vous transporte. Donc si on part de ce sentiment-là qui est basique, imagine. Et que personne ne peut expliquer. Hein. Donc alors, on n'a pas expliqué aussi ce qu'il y a après derrière. Rien, personne. Donc c'est énergétique. De toute façon, c'est énergétique. Complètement. Alors, mais totalement. Puis tu vois, moi, pour rebondir sur ce que dit Pascal, et c'est vrai. Rebondis, vas-y. Comment tu fais? Tu rebondis. Comme ça. Hop, j'ai rebondi. Mais tu vois, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a été beaucoup éduqués dans un climat de peur permanent, en fait. Et là, il y a une bascule qui est en train de se faire, et c'est pour ça aussi qu'on commence à en parler un peu mieux et un peu différemment. C'est qu'on est en train de basculer de ce sentiment de peur à un sentiment d'amour. Et je rejoins complètement ce que tu dis, parce que quand on est dans cet amour, il y a quelque chose, il y a des ouvertures qui se font, alors que dans la peur, on est constamment enfermé. Il y a tout ce basculement qui est en train de se faire en ce moment, tranquillement. Et c'est vers ça qu'on va. Et moi, je trouve que c'est assez merveilleux. Et de pouvoir se dire, en plus de ça, qu'on peut montrer en image quelque chose, montrer des émotions de ce basculement et qui nous amène effectivement vers aussi cette notion de l'invisible, je trouve ça génial. Alors justement, tu me donnes le témoin pour qu'on puisse revenir sur le film. À toujours, on a un extrait, tu nous en as donné plusieurs, on va le regarder. Et c'est un extrait où en fait, Stéphane, t'as foutu le bordel dans le film, hein, donc tout part de toi. Et c'est l'histoire finalement va partir d'un monsieur qui a l'air d'être un homme d'affaires, je l'ai pris comme ça, quelqu'un qui est un businessman, qui a un poli moyen, c'est dans une belle maison, et il arrive et il va offrir quelque chose à son enfant. Regardez. Voilà, toute l'histoire démarre là, finalement. C'est quand cet aigle arrive dans la famille. Pourquoi l'aigle, Philippe ?
Parce que. Bah oui. Ça, c'est une bonne question. Ça aurait pu être un chien. Ça aurait pu C'est être un plus chien. impressionnant qu'un cochon d'Inde. En fait, Mais parce non. qu'il y a une signification. Il y a une signification, en fait, si tu veux, sachant que le cours est parti quand même d'une version longue au départ et que l'aigle était quand même le prolongement d'une multitude de cadeaux que le père fait, et ainsi de suite. Et c'est pour dire qu'il va de à des endroits encore plus loin. Et après, symboliquement, l'aigle, alors après, on parle effectivement plus de la notion chamanique, c'est celui qui est très, très le plus haut, généralement dans le ciel, et qui est le lien entre le ciel et la terre et qui voit tout. Et donc, c'est une symbolique qui est assez intéressante parce que c'est celui qui nous emmène d'un côté à un autre. Et pour moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé, on va dire. Finalement, ce personnage, il est assez intéressant parce qu'il est, comment dire, il représente un peu une certaine catégorie de population, l'argent, la course au fric, etc. Et puis l'ego, et puis finalement, on ne sait pas comment faire plaisir ou comment aimer ou démontrer son amour, et on le fait par le matériel. Et Sandrine, dans le film, c'est quelque chose qui te perturbe. On voit bien que tu dis, on avait dit pas d'animaux, et on va voir que ce cadeau est un cadeau empoisonné. Ah bah oui, tout à fait. En fait, elle est perturbée déjà parce que bon, il y a des gros secrets dans cette famille. Déjà, on voit qu'il y a un peu de tension entre vous quand même. Voilà, C'est pas l'amour fou, quoi. C'est pas la fête du slip tous les soirs. On rigole pas tout le temps. Il y a des non-dits. Donc c'est une femme très très protectrice. Oui. Bah oui, on voit. Voilà. Donc, mais même dans le jeu, je me suis dit, attends, mais c'est maman poule, quoi, tu vois. Voilà, donc. Un poule, un aigle, toi, c'est très. C'est la très volatile, quoi, on va dire. Sponsorisé par Beauval. Donc cet homme, c'est de la surenchère avec son enfant. C'était un moyen aussi de montrer que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'aller jusque-là et qu'on peut faire une démonstration d'amour autrement. Bien entendu. L'ego est important dans le film. Si tu veux, c'est vraiment cette définition. Mais tu le dis très bien, c'est complètement ça. C'est de dire, à un moment donné, plutôt que d'être toujours dans cette surabondance de matériel, ce qu'on attend tous, nous, et ce qu'attendent nos enfants, généralement, c'est simplement qu'on puisse leur dire qu'on les aime et qu'on se sente aimant avec eux. Présence. Et donc, c'est de montrer effectivement, tu vois, tout ce qui se passe dans cette société, qui est une société assez matérialiste, et alors que on doit, je pense, procéder autrement. Donc, c'est marrant. C'était important de le signaler comme ça. Ça me rappelle, j'y ai pas pensé au moment du tournage, mais j'ai eu l'occasion d'aller en Inde plusieurs fois. Chaque fois, je vais dans des ashrams. Quand je vais en Inde, je ne fais pas des circuits touristiques, machin, je vais dans des ashrams, donc avec une démarche spirituelle. Et je me souviens d'un retour d'Inde. Je fais une escale à l'aéroport de Dubaï, je pense. Et je me balade, j'ai 2-3 heures d'escale et tout. Et je vois une promo, une F1, grande comme ça, et le modèle réduit comme ça. Et donc, sous blister, machin, etc. et tout. Je me dis, putain, je vais acheter ça à mon fils, l'aîné, qui maintenant a 23 ans et fait du rap. Et qui à l'époque, était mineur. Et je me dis, putain, ça va lui faire plaisir. Mais non, je me suis fait plaisir à moi, à mon enfant intérieur. Parce que quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir des voitures télécommandées et tout. Je lui ai rapporté. D'un ashram, c'est drôle. En plus, tu sors. Oui, c'est ça. Mais tu t'aperçois quand même que très vite, la société, elle te rechoppe. C'est ce qu'on a vu bien sûr. à la sortie du Covid, tout le monde dit la société va changer. Dès le lendemain, il y avait la queue devant chez H&M quand même. Exactement. Et je pense qu'on y a joué une fois ou deux avec mon fils. Et puis après, moi, j'ai continué. Et puis après, il fallait changer les piles, machin, tout ça. Et la vie reprend son. Alors, je sais que tu dois partir, Pascal, parce qu'il est. Alors, je voulais juste signaler quand même, Pascal, que ce soir, tu es à la salle Gaveau pour une soirée de soutien à l'Arménie et à l'Artsakh, c'est ça L'Artsakh, oui, c'est le Haut-Karabakh, l'Artsakh, oui. D'accord. C'est des régions qui sont un peu impactées par les Azéris, qui revendiquent cette partie-là, mais bon, à un moment donné, les Azéris, ils sont, je ne sais pas combien de millions, les Arméniens, ils sont 3 millions. Donc, à un moment donné, laisser la place, quoi. Je veux dire, donc, les raisons pour lesquelles ils font ça, c'est plutôt parce que c'est qu'il y a des musulmans autour et il y a des chrétiens au milieu, donc ils sont un peu perdus là-dedans. C'est une guerre de religion quelque part, et puis il y a aussi comme d'hab, quoi, politique. Voilà. Donc les Arméniens, c'est pas les méchants. Donc plein d'acteurs ce soir en soutien à ces 120 000 habitants. Donc tout à fait. Moi, comme je suis d'origine arménienne par ma mère, donc j'ai un soutien par l'ADN naturel. Donc de temps en temps, j'essaye
d'aider. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, on va te libérer. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci 900 fois. Les 1000 fois, j'ai pas les 1000. Voilà. Pascal Légitimus était donc avec nous pour la première partie de cette émission. Elle continue parce que alors, Stéphane, tu vas nous quitter aussi parce que toi, tu joues aussi à 20h. 21h. Donc voilà. Donc, pleine naissance d'un prodige. Voilà. Donc voilà, tu vas pouvoir rester avec nous encore 20 minutes jusqu'à 20h. Bien sûr. Voilà. Amusez-vous bien sans moi. Oui, t'inquiète pas, on va le faire. On va le faire, on va y arriver. Puisque on parle quand même de ce soir et on est sur le voilà la spiritualité, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on sent bien qu'il y a quelque chose de plus. Je voulais vous revenir sur une masterclass qui a eu lieu hier soir, animée par Sandrine Chopin et avec Françoise Nallet. Donc apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. On s'aperçoit que finalement on est tous un peu le résultat. Salut Pascal. On est tous un peu le résultat de ce qu'ont été nos parents, de nos grands-parents, etc. Et qu'on a des... Attends, David, là. Voilà. Salut Pascal. Qu'on est tous le résultat. Et donc vous étiez nombreux hier. Il y avait 2500 personnes qui s'étaient inscrites à cette masterclass. Il y en a qui n'ont pas pu la voir. Il y a un replay pour ceux qui étaient inscrits qui est à votre disposition. Et pour ceux qui l'ont loupé, demain on remettra un lien qui vous permettra de la revoir et de suivre cette masterclass qui a été extraordinaire, 2 heures complètement folle avec Françoise Nallet, qui est une habituée de la maison, qui a été animatrice sur BTLV et qui est une spécialiste de ces mémoires transgénérationnelles. C'est juste absolument incroyable. Stéphane, je le disais, toi tu es à l'affiche de cette pièce, hein, Glenn, voilà, Naissance d'un prodige, qui a été quand même nominé plusieurs fois Molière et 2 Molières remportés. 6 nominations et 2 Molières à l'arrivée pour les révélations. Thomas Gendronneau, révélation masculine, Élise Ampenex, révélation masculine. D'accord. On est très très heureux et la pièce se poursuit. Moi je joue... Il y a une deuxième équipe qui arrive là en juillet. Je joue jusqu'à fin juillet. Ça se poursuit en août jusqu'à... Alors c'est en train d'évoluer peut-être 30 septembre ou 17 septembre et après reprise à partir du 20 octobre. Enfin, ça n'est pas fini. Et puis après, surtout, l'équipe 1 part en tournée. D'accord. Okay. Dans toute la France et voilà, on est très heureux. Alors, tout à l'heure, ta partenaire de jeu me racontait ses expériences. Jérôme, qui nous a rejoint, donc co-scénariste, lui aussi, nous racontait un peu sortie de corps, etc. Alors toi, ashram, ça machin, les expériences mystiques, c'est des choses que tu affectionnes particulièrement, que tu as vécues, tu as vécu des choses. J'adore. J'ai eu l'occasion... une expérience qui ne demande pas beaucoup de moyens, c'est la tente à sudation, l'INIPI. Ouais. Et j'ai eu la chance c'était en 97, je pense. Mai 97, le Dalai Lama avait organisé un grand raout avec tous les responsables religieux et spirituels de la planète. Ouais. Ça se passait à Karmaling, voilà, près de Chambéry, qui est un centre bouddhiste tibétain. Et on a suivi les enseignements pendant 4 jours du Dalai Lama sur les 4 nobles vérités du Bouddha. En parallèle, le Dalai Lama travaillait sur la paix dans le monde, le dialogue interreligieux, interspirituel avec tous ces gens-là. Et le dernier jour, on a été bénis par toutes ces sommités religieuses et spirituelles. Ça a été extrêmement puissant. Et un soir, dans la maison où on était logé avec quelques copains, il y avait un inipi qui avait été monté dans le jardin. Et on a fait ça, la tente à sudation, où les pierres sont chauffées à blanc dans le feu, et puis après on amène ça à l'intérieur, il y a un trou qui est creusé. On est nus, je crois qu'on était à poil, et puis on met des pierres, et puis la température elle monte, 70, 80, 90, tout ça et tout. Et tu sues, et c'est un rite initiatique. Et je me souviens à un moment donné, je suis sorti, parce que vraiment, Dieu sait si j'aime la chaleur, et les saunas et les hammams, mais là, ça devenait insupportable. Mais c'est quoi le but, d'avoir un état modifié de conscience? Ouais, un état modifié de conscience. Ouais. Et je suis sorti à poil, et je suis allé m'allonger dans l'herbe, où il y avait de la rosée qui commençait à apparaître là. Et j'avais la sensation de faire corps avec l'herbe et avec la terre et avec l'univers. Et j'avais les yeux dans le cosmos, le cul dans l'herbe et dans la terre. C'était extrêmement puissant. Et puis une autre expérience plus poussée, chamanique, ça a été... parce que nous, on s'était vu quand je revenais de mon voyage en Mongolie, mais finalement, en Mongolie, c'est les chamans qui prennent des substances qui les font partir en transe et qui répondent à tes questions. En revanche, j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques années, pas très longtemps, de l'iboga. L'iboga,
Une plante. C'est racines. l'écorce C'est l'écorce d'arbre. d'un arbre qui vient du Gabon, qui est réduite en poudre. C'est un peu l'ayahuasca, mais du Gabon, c'est ça. L'ayahuasca, on la surnomme la fille, ou la fille mère, la mère, je ne sais plus. Et l'iboga, c'est un peu plus soft, c'est le grand-père. Donc il va t'emmener voir ce qu'il faut aller voir plus doucement. Et donc ça a été une nuit assez extraordinaire où j'ai eu plein de révélations, effectivement. Et ça doit travailler là où ça travaille, ou plutôt ça travaille là où ça doit travailler. Faut surtout pas avoir peur d'être malade, de vomir, tout ça et tout, parce qu'il y a un nettoyage qui se fait, même si tu te prépares pendant les 8 jours qui précèdent, tu fais attention à ce que tu manges et tout. Il faut arriver un peu clean, mais c'est puissant. Alors, je veux juste signaler que c'est interdit en France. C'est interdit en France. Je le dis parce que c'est important, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Mais souvent, c'est encadré, c'est avec des gens. Bien sûr, il faut le faire de manière encadrée. Il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, l'apprenti sorcier, ni sorcière. Ni saucier, d'ailleurs. Ni saucier, l'apprenti sorcier. Mais c'est vrai que, aigre, quand même. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose, moi, pour l'avoir pratiqué en Amazonie, bien entendu, parce qu'effectivement, il n'y a que la BOC, c'est intéressant dans la mesure où, effectivement, ils connaissent tout le rituel, parce que faut pas imaginer que c'est simplement quelque chose pour se dire tiens, je vais être dans un état modifié de conscience. C'est que il y a quelque chose de significatif pour eux. C'est un vrai passage. L'INIPI, pareil, moi pour l'avoir fait aussi, ou même titre que des quêtes de vision et autres, sont vraiment des rituels de passage qui sont importants et qui nous permettent d'aller nous déconnecter en fait du mental. Tous ces éléments-là, c'est nous déconnecter du mental. Et se reconnecter à la source, à soi. Et c'est des cadeaux que ces peuplades-là nous font. Et nous autorise à vivre. Hein. On a vraiment de la chance. Hein. Ah, complètement. Après, soyons clairs, dans toutes les traditions, y compris les traditions ancestrales en France, le celtisme, le druidisme, tout ça et tout, il y avait toutes ces choses. Bien sûr, ça existait. Et qu'on a perdu. Complètement. J'imagine que ça existe de manière résiduelle encore en Bretagne et dans certaines régions. Mais... Attends, les gars, il y a encore plein de rebouteux en France. Hein. Ah ce qu'on appelle le rebouteux. Et heureusement, dans les campagnes, il y a plein. Et même à Paris, tu as des plaques. Voilà. On rappelle que les coupeurs de feu aujourd'hui sont quand même à l'hôpital. Hein. C'est-à-dire que les barreurs de feu, voilà, ils sont à l'hôpital. L'hypnose est rentrée également dans les hôpitaux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Tu m'as parlé, Jérôme, tout à l'heure, d'un voyage astral que tu avais. T'en as ramené quoi de ce voyage astral, monsieur le co-scénariste? Principalement des questions. Ouais. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une situation qu'on ne pouvait pas envisager et qui est hors du schéma intellectuel que je pouvais avoir auparavant, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive et on ne peut pas s'empêcher de se dire c'est bien réel, parce que je suis témoin à travers mes sens d'un certain nombre de choses que je peux derrière conforter en croisant des témoignages. Et à partir de là, on se dit, en fait, il y a toutes les frontières que j'avais imaginées dans ma vie. Finalement, elles n'existent peut-être pas. Et à partir du moment où on s'affranchit des frontières, on laisse libre cours à son goût de l'aventure, à sa curiosité, et puis ça peut emmener très loin. Jusqu'à écrire avec Philippe... Par exemple, pas loin quand même. Super loin quand même. Sur le Boulogne. Voilà. Mais est-ce que tu as compris quoi? Enfin, tu étais jeune quand j'étais un jeune adulte, j'avais un berge. D'accord, donc voilà, 20 ans, on est conscient de ce que l'on vient de vivre. Bien sûr. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit cette expérience? Moi, je l'ai vécu à 22 ans, si tu veux. Donc, et j'ai ce souvenir absolument fou d'avoir une plénitude absolue que même dans mon plus grand orgasme de tous les temps, je n'ai pas eu. Jamais eu. C'est un truc de malade, hein, et d'avoir la sensation de faire partie du grand tout, d'être tout. À tout moment, à tout. Parce que je cherche, tu sais, j'interroge des gens qui ont vécu quelque chose, je cherche des gens s'il y a une vraie, voilà. Alors moi j'ai pas eu ça. L'expérience a été interrompue parce qu'il y a eu du raffut dans ma maison et je me suis réincorporé assez vite. Ouais. En fait, donc du coup, j'ai ressenti de la frustration, que c'est pas duré plus longtemps. Ça arrive souvent chez ceux qui ont l'expérience. Parce que j'avais envie de commencer à me mouvoir, à explorer. Je me dis, tiens, je suis dans un monde un peu différent, j'ai d'autres possibilités. On va pousser le bouchon un peu plus loin. Ouais. Mais j'ai pas eu... ça n'a pas été une expérience spirituelle. Ça a été presque une expérience plutôt de l'ordre d'un constat scientifique. C'est-à-dire, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, j'ai des potentialités.
Bon, après, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de renouveler l'expérience et un peu différemment. Et c'est là où on voit que sur le voyage astral... Attends, parce que là, je m'arrête. Tu renouvelles l'expérience, tu l'as fait une nouvelle fois sans le faire exprès ou est-ce que tu l'as provoqué? Alors, après avoir vécu cette expérience, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de la renouveler. Ouais, c'est dur, hein. Moi, j'y suis jamais arrivé. C'est très difficile, donc je m'étais mis à l'époque, il y avait des cassettes d'auto-hypnose, donc je m'écoutais ça, je me faisais plonger dans des états de conscience modifiés avec une voix qui me disait « Oh, tu sens tes pieds, etc. » Et cela dit, ça marchait parce que je plongeais, mais je perdais conscience. Et donc, je ne savais pas trop ce qui se passait après, mais je me ressentais un peu différent. Et c'est là où, en jouant sur tout ça, en faisant des expérimentations, j'ai commencé à ressentir aussi des flux d'énergie. Donc, il y a des moments où on est là, on s'allonge, on est sous auto-hypnose, et puis on a l'impression qu'il y a littéralement une fontaine qui vous sort par le crâne, une autre qui vous sort par le pied, que tout ça, ça se connecte. Des trucs un peu étranges, mais qu'on ressent vraiment physiquement. Moi, j'avais l'impression d'avoir un trou dans la tête, quoi. La fontanelle s'était réouverte, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comme chez les j'avais grands fait péter le saints, bouchon, comme on dit. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis après, en fait, par la suite, à force de faire ça, je me suis retrouvé à avoir des expériences de cette nature à partir du sommeil. Donc, je dormais, et puis j'étais en train de rêver d'un truc qui était un peu bizarre, et puis d'un seul coup, le rêve devenait réalité, et je me retrouvais flottant dans ma chambre. Là, je voyais à nouveau mon corps, et j'ai eu plein d'expériences qui, au lieu de partir de l'état conscient, partaient de l'état de sommeil, où finalement, de ce que j'ai pu comprendre, on se détache un peu plus facilement de son corps. En voyage, Complètement. en fait, quand tous les grands spécialistes disent que quand on est en catalepsie. Complètement. On part se promener, quoi. Ouais. La nuit, je pense, non? Oui. Donc, déjà, on n'est pas du tout dans le même état. Et puis, tout d'un coup, on part un peu, et c'est absolument incroyable. Alors, je voulais revenir sur ton voyage astral, parce que j'ai reçu une femme incroyable, Emmanuelle Johnson. Comment comprendre et expérimenter le voyage astral, elle est venue sur BTLV. Je vous propose de regarder le teaser de l'émission, et puis on en parle juste après. Bien 10 ans que j'ai fait ça, ma première sortie astrale, et je faisais une sieste en plein après-midi, et je me suis trouvée debout à côté de mon corps endormi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis morte lamentablement comme ça sur le canapé, si jeune, c'est triste. Et en fait, on n'a pas vraiment de peur, on peut se mouvoir. Au moment de l'endormissement, il y a une phase de décorporation qui est tout à fait naturelle. Donc il y a une décorporation entre le corps physique et le corps éthérique. Ça permet au corps physique d'être à l'état de repos, et puis au corps éthérique de modifier aussi l'état de la conscience et de pouvoir un peu voguer sur d'autres plans. Donc on le fait tous. La difficulté du voyage astral, c'est de s'en souvenir. Dans l'Égypte antique, c'était tout à fait commun dans ce qu'on appelait à l'époque l'école des mystères de pratiquer le voyage astral. Ça se faisait aussi chez les Grecs, c'était pas du tout tabou. Ça s'est fait chez nous jusque la période de la Renaissance où là ça a été qualifié d'hérésie, mais jusque-là on avait saint Antoine de Padoue par exemple qui était très connu pour ses capacités de bilocation, qu'on appelait la bilocation à l'époque. Il y a le Padre Pio aussi dans la tradition judéo-chrétienne. Comprendre et expérimenter le voyage astral, c'est en ce moment sur BTLV. Bien sûr, pour les abonnés, je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous, parce que sans les abonnés, il n'y aurait pas C'est clair. Et à l'occasion des 10 ans, en plus, on est passé au sans engagement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Joyeux anniversaire, BTLV. C'est vrai. Le 6 septembre, on fêtera nos 10 ans. Voilà, exactement. Bravo. Voilà. Énorme fête sans alcool. Voilà. Je ne suis pas certain, mais bon, ça, c'est... On Sans pourra... ayahuasca. Voilà. C'est pas sûr. Je voulais revenir là-dessus parce que moi, ce que dit Emmanuel, Jérôme, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai vécu, je me suis dit, je suis mort. Bon, je revenais des États-Unis où j'avais vraiment tout testé. Et j'étais vraiment dans un état de fatigue absolue. Et je me suis dit, je suis peut-être mort. Est-ce que t'as pas eu cette sensation-là? Non, assez curieusement, non. C'est fou, ça. Par contre, il y a d'autres aspects quand on commence à avoir des expériences de ce type. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça par la suite. Mais on se déplace dans des plans, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on peut croiser un certain nombre de choses ou de créatures, d'entités, qui ne sont pas toutes amicales. Ouais. En fait, j'ai cessé d'essayer de provoquer des voyages astraux à partir du moment où j'ai compris Qu'on pouvait que rencontrer potentiellement des gens c'était pas terribles. dangereux.
que ce n'était pas un univers aussi sécurisé que ça, qu'il y avait d'autres enjeux, que je ne les comprenais pas, que je n'avais pas les codes de ce monde-là, et que potentiellement, dès qu'on a le dos tourné, vous pouvez vous retrouver avec une entité qui s'intéresse de près à votre corps qui est laissé sans surveillance. Voilà. Ah, alors c'est vachement intéressant, ça c'est en fait la possession, c'est-à-dire que pendant que tu te barres, quelqu'un prenne ta place en fait. Absolument. C'est ça dont on parle. Mais le fait de choper des entités, ça peut nous arriver au quotidien, hein, dans les transports en commun, dans certains lieux. C'est-à-dire et parce que moi je reprends le métro. Tu sais, je pense que la fatigue, quand on a beaucoup pris les transports en commun dans une journée, c'est pas que de la fatigue physique ou il y a de la fatigue énergétique. Il y a ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Ouais, et puis ça va plus loin que ça. Hein, tu sais, moi je vois, parce que bien sûr, on est tous intéressés par tous ces éléments-là, puis on les pratique, on les expérimente. Moi, je sais que le chamanisme fait partie de ma vie, dans mon quotidien, et dans des éléments en fait où je m'aperçois que on chope simplement sur un contexte bien particulier parce qu'on est fatigué, parce que il y a quelque chose qui s'accroche à nous. Alors, on va appeler ça entité, on va appeler ça une énergie négative, peu importe. Mais ça arrive et puis faut les nettoyer. Faut les nettoyer. Les signes qui peuvent faire attester qu'on a chopé une entité, où que ce soit, ça peut être mal de dos, puis un mal de dos qui passe pas. Des fois, le lendemain, après une bonne nuit, ça passe. Là, ça passe pas. Les yeux rouges, une irascibilité, un sommeil très perturbé. Là, ça peut être le signe que tu as chopé une entité. Alors après, moi, j'ai appris à m'en débarrasser. Voilà. Carrément inquiétant, les yeux rouges. Il y a des C'est-à-dire quoi quand tu dis j'ai appris à m'en débarrasser, tu fais un rituel? Oui, il y a un rituel, bien sûr. J'ai appris à réciter des prières. Des mantras, des machins. Des mantras, je travaille au pendule, tout ça, brûler de l'encens, de la sauge. La sauge, c'est très efficace. L'idéal, c'est, on veut se débarrasser d'une entité, c'est pas de faire ça chez soi, c'est de faire ça dans un ciel ouvert, où l'entité peut se barrer, etc. Et moi, je pense que les entités qui viennent vers moi, c'est parce qu'elles savent que je peux les libérer. Alors, c'est sans aucune prétention. Hein. J'ai une amie énergéticienne, Danielle Goret. Elle chante. On l'appelle dans les églises pour libérer les âmes qui sont rattachées. C'est une passeuse d'âme, quoi. C'est une passeuse d'âme. C'est ça. Okay, voilà. Et les entités, c'est le bas astral. Ils ont besoin qu'on les aide à s'élever. Un truc auquel il ne faut jamais toucher, et on a tous, quand on est jeune, adolescent notamment, et tout, la tentation d'y aller, c'est le spiritisme. Moi, je l'ai fait une fois. Tu n'as jamais accès à des âmes élevées. Je l'ai fait une fois, mais plus jamais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais une vingtaine d'années et on a fait ce qu'on appelle, tu sais... Tourner la table, avec le verre. Et c'était une personne qui avait l'habitude de le faire, qu'on avait invité, enfin le maître des cérémonies l'avait invité, mais il avait l'habitude de le faire régulièrement. Et à un moment donné, le monsieur en question me dit « Sandrine, n'aie pas peur, mais c'est toi qui l'as. » Ça ne faisait pas 2-3 secondes qu'il avait fini sa phrase, que là, je te promets, mais j'ai jamais vu ça, la table, une table en bois, mais qui faisait au moins 4 mètres de longueur, lourde et tout, la table s'est déplacée. S'est déplacée et m'a plaqué contre le mur. Elle m'est rentrée dans l'estomac. Et j'ai été comme ça et j'ai flippé sa mère. Je confirme que c'est extrêmement dangereux. S'il y a vraiment un truc à éviter, c'est spiritisme. Je pense que tout le monde devait sentir quelque chose de spécial, parce que tout le monde se retirait. Au départ, on était une quinzaine. Les gens partaient au fur et à mesure. Non, tout compte fait, non, Mais c'est intéressant ce que tu as dit, Stéphane, sur le fait qu'en fait, on n'a jamais les mecs sympas. C'est ceux qui sont là, finalement. C'est ceux qui sont encore accrochés à la terre. C'est ça. Et c'est pas forcément les mecs qui refusent de partir ou qui n'ont pas compris même qu'ils sont morts. Oui, parfois c'est des gentils, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont morts. Donc c'est lourd, ça plombe. Mais souvent, voilà, c'est pas souvent. Tu sais, moi c'est des mots des méchants, mais... J'ai cette capacité de passeur d'âme, je l'ai fait très longtemps, donc pendant de nombreuses années. Et je le fais plus maintenant parce que voilà, j'ai décidé de m'arrêter. Et en fait, je l'ai fait jusqu'à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai un moment donné, en fait, je me suis dit, mais je deviens complètement taré. Parce que je faisais du passage d'âme dans mes méditations. Ça venait, j'avais des âmes qui venaient et qui me demandaient, et je les faisais passer comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je deviens complètement allumé, quoi. Et jusqu'au jour, en fait, où j'en ai un qui est arrivé, et je le vois, il était dans une crevasse, un type coincé dans une crevasse.
Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est pas la peine de rester là. Elle me dit, ah si, j'attends les secours. Je dis, non, ça sert à rien. Enfin bref, je finis par le faire passer. Et je sors de ma méditation. Je me dis, ça y est, là, j'ai atteint le niveau psychiatrique, quoi. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai allumé la télé. Je me suis dit, putain, il faut que je passe à autre chose. Là, c'est pas possible. Tu laves un peu le cerveau, quoi. J'ai allumé la télé, il y avait les infos, tout ça. Un truc bien concret. Un truc concret. Et à la fin des infos, ils disent, le corps d'un homme vient d'être retrouvé dans une crevasse. Il avait disparu 3 mois auparavant lors d'une tempête de neige. Et c'est exactement ce que je venais de vivre. Wow. Et là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Et là, ça m'a fait flipper, là, pour le coup. Tu vois, je me suis... Mais c'est juste pour dire que dans ces passages d'âme, en fait, tu as des gens qui sont plutôt en perdition, mais ils ne sont pas forcément des méchants. Il faut juste être qui sont paumés. Mais ça me rappelle le film Les Autres, ou encore Le Sixième Sens. C'est ça. Donc, il y a une question qui revient à ce que tu disais tout à l'heure. Comment tu vis dans ton corps si on te pique ton corps? Enfin, tu vois, ce que je veux dire, tu disais, Stéphane, c'est vrai qu'on peut te piquer ton corps, ou Jérôme, si quelqu'un rentre, etc. Voilà. Et là, déjà, il faut en être conscient. Ouais. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir un vrai problème physique ou psychologique, là, si tu as deux personnes dans le même corps. Je pense que, alors c'est vraiment ma conception, ma lecture, mais que beaucoup de gens qui, hélas, vont jusqu'au suicide ne sont pas eux-mêmes à ce moment-là. Ils sont habités par une âme perdue et qui leur fait mal. Qui les vampirise au point que la vie devient insoutenable et qui supprime... Après, quand on prend les cas de possession, qui sont fort heureusement pas trop fréquents, mais ça existe, ça a été assez documenté, c'est pas juste des sujets de cinéma, on peut s'interroger sur pourquoi d'un seul coup les gens pètent complètement les câbles, ont l'air de parler avec des langues anciennes. Qui surtout des langues qu'ils ne connaissent pas. Voilà, qui ne sont pas censés connaître. Ça pourrait... je crois qu'il faut toujours rester prudent dans ce domaine. On ne sait pas tout, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais ça pourrait être un facteur explicatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui s'est fait piquer son corps. De toute façon, la possession, moi c'est un sujet que j'aborde, je l'ai abordé il n'y a pas longtemps avec l'exorciste du Vatican, à l'occasion de la sortie du film. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu flippant, effectivement. Tu te dis, là on dépasse le cadre des entités sympas qu'on va faire passer, etc. Alors on est face à des choses qui sont un peu plus roses. On va revenir au film à toujours, et peut-être qu'on va te libérer, parce qu'il est 20h. Alors je voulais juste finir par une petite anecdote positive sur la connexion à l'invisible. J'ai perdu ma petite maman, paix à ses cendres, il y a exactement 25 ans. Voilà, au mois de juin 1998. 17 juin, et après je pars, je fais le festival d'Avignon, je jouais 2 spectacles, tout ça et tout, j'avais pas le temps de faire ton deuil, ni de faire mon deuil, ni de me connecter tellement. Et après on va passer avec un de mes camarades de jeu, on passe une semaine dans la région d'Agen, dans une très belle maison sur les collines et tout, et il me dit ça serait sympa que tu m'inities à la méditation. Donc je lui dis écoute, il n'y a pas de souci. Tous les soirs on allait au festival de Bonaguil, au château de Bonaguil, et dans les douves, c'est un château du 12e, 13e siècle, et tous les soirs il y avait un spectacle différent, magnifique, dans les douves du château. Et on rentrait toujours en voiture, par la même route, on traversait le village de Bonaguil, tout ça et tout. Et puis un soir, donc, on est là, on médite tous les deux. Comme il y a des fourmis dans l'herbe, on médite sur des chaises longues, des transats. Et puis il me dit je suis fatigué, je vais me coucher. Très bien, donc je continue à méditer. Il faisait les étoiles magnifiques et tout. Et puis je me connecte à ma maman. Je me dis écoute, je me dis tiens, ça se trouve elle est là, assise à côté de moi. Je lui dis ça serait cool que tu m'envoies un signe. Le lendemain, après le spectacle qu'on va voir à Bonaguil, on reprend la même route, comme tous les soirs. C'est moi qui conduis, comme tous les soirs. Et à un moment donné, je vois, mais je roulais un petit peu vite, un peu puissante, et je vois écrit sur la route Jaja Roux, en lettres blanches comme ça, sur l'asphalte noir. Mais c'est Jalabert, ça, c'est Tour de France. Tour de France. Jalabert. Oui, c'est ça, Jaja. J'ai dit à mon pote Didier, je lui dis Didou, t'as vu ce que j'ai vu là? Il me dit non. J'ai dit écoute, j'ai rêvé, il m'a semblé voir Jaja Roux. Du coup, je m'arrête, je marche arrière, je reviens. Effectivement, il y avait écrit Jaja Roux en lettres comme ça. Sauf que je ne l'avais pas vu les jours d'avant. Et cette route-là, on l'a pris tous les jours, tous les soirs. Sachant que tu t'appelles Stéphane Roux. Et maman s'appelait Jacqueline. Et mon père l'appelait Jaja. Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est beau, ça, non? C'est magnifique.
Bon. Eh ben, écoute, c'est sur cette anecdote qu'on va te laisser. On va en profiter pour lancer un autre extrait du film. Plaisir. On rappelle que toi, tu es donc au théâtre pour cette pièce. Si vous Au voulez Théâtre aller... du Splendide, du mercredi au samedi à 21h et le samedi à 16h30. Voilà, c'est jusqu'au 16 septembre. Divan Kelberac. Voilà, donc voilà, super splendide. spectacle sur Glenn Gould. Ouais. Voilà, donc Pièce magnifique. Très belle pièce. Ouais. bon, eh ben écoutez, merci en tout cas et merci à toi d'être venu et puis Avec je pense grand qu'on se plaisir. reverra. À bientôt. Un autre extrait pendant que Stéphane s'en va et je demanderai au réalisateur de recadrer sur Sandrine. Tu te rends compte, Guillaume? Quoi, Lucie? On n'avait dit pas d'animaux à la maison. Et toi, tu ramènes un aigle? Voilà, c'est très court, c'est très bref, mais dans tous les cas, ça montre la tension finalement, Philippe, qu'il y a dans ce couple, hein, parce que effectivement, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais dans ce film, le papa, interprété par Stéphane, va offrir un animal, un aigle, à son fils, et ça va engendrer quelques problèmes. Pourquoi avoir mis une tension dans le couple? Ça aurait pu être, tu vois, voilà. Pourquoi? Est-ce que ça... Parce que ce que l'on dégage aussi, l'énergie qu'on envoie dans le couple, c'est aussi celle qu'on reçoit. C'est tout cela que tu voulais montrer? Alors en fait, tout ça, c'est parce que, bon là forcément, dans une version courte, on ne peut pas trop aller dans l'élaboration, mais en clair, si tu veux, cette tension existe parce qu'il y a un secret familial. Et c'est ce secret-là qui crée en fait cette tension. Donc là, bon, on le voit effectivement d'une manière assez succincte. Dans le livre, elle est beaucoup plus décrite. Et dans le long qui est déjà écrit, c'est vraiment très travaillé. Et puis j'avais à cœur, et nous avions à cœur de travailler effectivement des personnages dans lesquels chacun va devoir aller aussi cheminer en fonction de ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ses différents deuils aussi qu'il a à faire, ainsi de suite. Et c'est pour ça que cette tension, elle est là, parce qu'il y a un gros secret familial derrière. Quoi, on va dire. C'est un rôle qui... t'excite au point de dire vivement le long métrage, Sandrine, parce qu'en fait, l'histoire, là, bon, ça dure 20 minutes, hein, c'est ça le film. Tout n'est pas dit, en fait, dans ce film. C'est ça la frustration du court métrage. Ouais, mais oui, et imagine ma frustration à moi. Attendre. Non, bien sûr que tout n'est pas dit, mais et puis moi j'ai l'occasion de commencer un petit peu à écouter ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de... Et c'est tellement beau, c'est tellement puissant que... Évidemment, ça donne envie, évidemment. Puis le rôle de Lucie est tellement attachant. C'est une femme avec des super belles valeurs, qui a un débordement d'amour pour son fils, qui essaie de sauver son couple aussi, malgré tout, parce qu'elle vit mal cette relation. Bien sûr. Et elle porte un petit peu toute la maison sur son dos, quoi. Donc c'est un très joli rôle, très attachant, très rempli d'émotions, beaucoup d'émotions. Et c'est une belle maman. Et moi, je suis une maman moi-même. Donc, si tu veux, quand je vois Lucie avec son petit gars, je peux automatiquement que adhérer. Bon, avec ses peurs en moi. Parce que Lucie, là, elle est un peu... Ouais, elle est un peu chiante. Non, elle n'est pas chiante, mais elle a ses peurs, mais qui sont expliquées. Elle a une blessure. Qui sont expliquées par rapport à ses blessures. Voilà. Et c'est ce qui va être... Voilà. On découvre. C'est ce qui est décortiqué dans le film. Il y a quelque chose que je voulais évoquer dans ce coma. Voilà. Moi, le coma m'effraie à un point, mais c'est presque maladif, parce que je me dis que souvent, il y a des expérienceurs de coma, des gens qui sortent assez rapidement, puis d'autres qui ont des comas plus longs, qui disent... Voilà, on entendait tout. J'ai entendu ma mère pleurer, j'ai entendu ma femme venir me parler, etc. Mais c'est super. Moi qui suis claustro, par exemple, je deviendrais fou de me dire que je suis enfermé dans le corps, que tu peux pas bouger. C'est un truc de malade, Philippe, ça. Ça, moi, j'ose imaginer qu'effectivement, parce que moi, c'est pareil, je me suis
je me suis supposé dans cette même situation. Je me suis dit, wow, ça doit être terrible de ne pas pouvoir communiquer, alors surtout quand tu aimes parler en plus, mais de ne pas pouvoir dire à ceux que tu aimes, mais je suis là, regardez-moi, en fait, je ne suis pas encore parti. Ça doit être, je pense qu'effectivement, ça doit être assez terrible. Et en même temps, quand tu vois les expérienceurs, en fait, ils te donnent pas cette sensation de frayeur, mais plutôt une expérience qui est super intéressante, qui leur permet effectivement d'aller voir un autre environnement et de voir ça d'une autre manière. Et je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ça, peut-être pour se sécuriser. Et tu sais, moi je pense que quand on est dans ce type de film notamment, et de montrer ces images-là, c'est aussi d'essayer de se sécuriser. Alors peut-être moi aussi, par la même occasion, mais c'est de sécuriser aussi parce qu'on ne sait pas. Et pourquoi ça ne serait pas effectivement quelque chose de beaucoup plus sympa que ce qu'on peut imaginer. Peut-être que dans un coma, effectivement, ou dans ce passage, avant de revenir, en supposant qu'on revienne, peut-être qu'en fait c'est super agréable. C'est comme quand tu fais des corporations, ça se trouve. Alors, sympa et challengeant. Oui. Le film s'appelle À toujours. Oui. Vous avez l'impression, vous avez la sensation qu'on va revoir des gens que l'on a aimés après. Moi, je suis toujours un peu circonspect. Je me dis, est-ce que je vais voir les cons que j'ai pas aimés ici ? Est-ce qu'on choisit, etc. Est-ce que vous avez une idée, tous les deux, de ce que l'on va découvrir de l'autre côté ? Après, c'est la conviction de chacun. Moi, j'ai cette conviction qu'effectivement, de l'autre côté, on retrouve une grande partie de ceux que l'on a aimés, et peut-être d'autres aussi. Et pendant notre temps de vie, parce qu'effectivement, on n'est pas que... On a une vie très courte, mais on a des grands-parents, des arrière-grands-parents, et on est quand même issu d'une lignée qu'on ne connaît pas. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, je me dis, tiens, si jamais je vais de l'autre côté, je vais peut-être rencontrer des aïeux d'il y a 4 siècles, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est super intéressant d'imaginer ça, en fait, parce que tes arrière-grands-parents et autres, ça vaut peut-être le coup de les croiser. Et puis, de quelle façon on les croise, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, mais une fois de plus, je ne parle que d'une conviction qui est la mienne, mais la certitude qu'il y existe quelque chose. Et c'est vrai que tout le parcours que j'ai fait avec les chamans me démontre cela. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu vivre avec eux, ça m'a démontré ça. Donc, j'ai cette foi-là et cette croyance-là. Mais il y a un film qui est vachement bien aussi. C'est, comment ça s'appelle c'est Nassolar, je crois. Nassolar, voilà. Ouais, Nassolar. Qui parle de ça. Et c'est interpellant à voir. Alors après... chacun va y pêcher ce qu'il a besoin. Mais c'est interpellant comme film, ça questionne. Elle dit, ouais, c'est comment de l'autre côté quand même. Et puis moi, j'ose croire, j'aime bien me dire que je préfère que Nassolar soit ma référence. Ouais. Je trouve ça plus sympa. Sandrine, après, de l'autre côté, pour toi, il y a une évidence, on va retrouver des gens qu'on aime, Alors, une évidence... Ou un doute quand même. Oui, non, je veux pas. C'est que je n'accepte pas le doute en fait. Ah, c'est marrant ça. Carrément. Mais tu l'acceptes pas parce que ça te ferait chier ? Oui. Ah, c'est ça, donc voilà. D'accord. Au pire, tu as une bonne surprise. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais en fait, j'ai l'occasion aussi d'avoir croisé quelques médiums dans ma vie qui m'ont donné tellement de détails de personnes chères à mon cœur qui étaient parties sans que je n'ai rien dit. Alors que si tu veux, après, tu n'as plus de doute, en fait. Tu n'as plus de doute. Quand tu as une personne devant toi qui te dit, tiens, il est en train de me dire ça, puis alors il te dit ça, puis il fait ça. Et la première fois, la première expérience que j'ai eue face à un médium, mon parrain était décédé quelques années auparavant, et c'est tout de suite, j'avais emmené quelques photos de personnes décédées, chères à mon cœur, et il s'est tout de suite connecté à mon parrain. Et c'était incroyable, c'est que j'avais l'impression que mon parrain était devant moi. Il reprenait ses expressions. C'est comme si mon parrain il parlait avec ses expressions. Avait pris corps du médium. C'est sûrement ça d'ailleurs. Et en fait, je reconnaissais l'humour, des mots rien qu'à lui, des boutades rien qu'à lui. J'avais beaucoup de connivence avec mon parrain, on était très très proches. Et d'un seul coup, oui, j'avais l'impression que mon parrain avait pris corps de cette personne qui était devant moi. Et d'ailleurs, même le médium riait. Il me disait, mais quel clown ! Quel clown ! Il riait. Donc après, comment tu veux avoir des doutes quand tu vis quelque chose d'aussi puissant ? Parce que là, je le raconte, c'est bon, c'est... Voilà. Mais sur l'instant, c'est incroyable. Mais sur l'instant, c'est tellement vrai. Il n'y a pas de doute. Et je te cite cet exemple, mais j'en ai plein d'autres. C'est Ghost, en fait, ce que tu racontes. Pratiquement, c'est ça, c'est Ghost. Le film, vraiment,
raconte ça, en fait. Ghost, alors c'est fait effectivement avec Whoopi Goldberg. Mais c'est vachement bien fait, hein, Ghost. Hein. Mais il est vachement parce bien que foutu. moi, il y a, en 10 ans de BTLV, beaucoup de spécialistes m'ont parlé de ça, hein, et ça ressemble effectivement à ce que nous disent les expérienceurs, etc. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, on voit bien que toute cette équipe, quand même, de bras cassés, de bras de dingue, de fous qu'il y a autour, est à l'affiche de ce film incroyable, parce qu'on est tous pris un peu pour des fous, pour les plus rationnels. Hein, donc voilà. Mais c'est un film très sympa qui dure une vingtaine de minutes. Alors on espère là bien sûr le long métrage bientôt, mais c'est pas fini. Je voulais dire ça parce qu'en fait, les gens qui sont sur le plateau ici, vous l'avez compris, sont plutôt ouverts. Vous qui nous regardez, vous êtes un peu ouverts. Et quand on voit la multitude de magazines qui sortent sur ces sujets, on voit aussi que le grand public est de plus en plus fourni à ça. Et j'en veux pour preuve le magazine dont on est partenaire. Vous avez vu cette... bravo. Infinité. Quel talent. Et vous allez voir, si vous ne le connaissez pas, c'est ça. Le nouveau magazine Infinité explore les univers invisibles. Dans ce numéro 1, découvrez les expériences de mort imminente, voyage aux confins de la conscience. Psychologie, développement personnel, âge clandestin, résilience, énergie subtile, plongez dans l'aventure spirituelle et découvrez un monde de sagesse et de profondeur intérieure. Le premier numéro d'Infinité est actuellement disponible chez votre marchand de journaux. Profitez de l'abonnement exceptionnel en partenariat avec BTLV au prix de 29,90 € au lieu de 51,60 €. Infinité, le magazine de la spiritualité et des mondes invisibles. Alors moi j'adore parce qu'on est venu me proposer ce partenariat et je me suis dit mais c'est fou, c'est-à-dire que maintenant dans les kiosques tu as de plus en plus de magazines comme cela et c'est fouillé, il y a des journalistes qui s'intéressent à ces sujets, etc. Je trouve ça plutôt sympa et en plus avec BTLV c'est moins cher. Mais ça prouve quand même une ouverture d'esprit qui est de plus en plus importante. Je le disais, les femmes sont là et je pense, mesdames, que c'est grâce à vous que les hommes vont s'intéresser à la spiritualité. Toujours. Parce que c'est elles qui emmènent leurs mecs. Moi, je sais que quand je vais au salon bien-être biothérapie de Patrice Marty, chaque fois je vois des mecs derrière, ils sont comme ça, derrière leurs femmes, comme ça. Ils viennent faire plaisir à la femme. Et puis finalement, ils commencent à s'intéresser parce que dès qu'on commence à s'intéresser à ça, c'est super excitant quand même comme sujet. Ah mais complètement. Enfin moi ça fait des années que je me suis intéressé à ça et j'en sors plus parce que oui c'est passionnant, on découvre plein de choses et c'est vrai que et c'est rigolo aussi mais tu sais on le disait tout à l'heure, c'est de voir comment ça évolue parce que les femmes ont attiré les hommes du coup qui sont lancés dedans se disent je vais peut-être arrêter d'avoir peur d'en parler, de m'y intéresser, tu sais, et commence à y aller et puis après, c'est une découverte permanente parce qu'en fait, ça n'a jamais de cesse. Ouais. Mais c'est normal, on aura toujours besoin de découvrir. Je crois que c'est Scott Peck qui disait, de toute façon, l'évolution de l'être, vous aurez votre évolution jusqu'au moment de l'expiration de votre dernier souffle. Mais c'est complètement ça. Donc, quand on commence à découvrir ça, c'est tellement interpellant. Des fois, c'est troublant en plus de ça. Mais on a envie d'aller voir plus loin et on a envie de s'enrichir encore de quelque chose d'autre. Moi, je trouve ça... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. Jérôme ? Moi, je vais faire prendre une considération toute simple, c'est que je pense que c'est un des enjeux scientifiques majeurs de notre temps. Bien sûr, c'est ça. Si tu reprends l'histoire de l'humanité, il y a encore quelques siècles, tout le monde était convaincu que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Il faut voir comment Galilée a souffert quand il a osé dire le contraire. À une époque, on était convaincu qu'il y avait des océans sur la Lune. Donc, on appelait la mer de la tranquillité, etc. Parce qu'on n'avait jamais été voir de près. Et quand tu regardes l'histoire sur le temps long, tu t'aperçois que l'humanité et les civilisations ont toujours été ancrées dans un certain nombre de croyances qui ont été maintenues parce que ça arrangeait aussi les gens qui étaient en place à un moment donné pour des questions de stabilité sociale, pour le pouvoir, etc. Maintenir la paix sociale, etc. Y compris les églises, quelles qu'elles soient, les religions. Et à un moment donné, des gens qui ont eu un peu de courage, qui ont exploré, qui ont testé des choses et qui ont eu un vrai esprit scientifique, c'est-à-dire j'observe, je me pose des questions, je creuse, je travaille sur des hypothèses et je ne me contente pas de faire en sorte que les faits viennent corroborer le dogme existant, eh bien, il y a eu des sauts
où on a découvert des tas de choses, et on est, sur la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, sur un phénomène d'accélération, où on rentre dans les nanotechnologies, on découvre plein de trucs, sur l'ADN, sur tout ça, et de la même façon, on s'aperçoit que la nature de l'homme, c'est pas que la biologie, c'est pas que le cerveau. Il y a des phénomènes énergétiques complexes qui se passent au niveau de l'homme, des interactions avec la nature, etc. Et finalement, aujourd'hui, on est pris pour des doudingues parce qu'on parle de spiritualité, et tout ça, ça a l'air mystérieux. Mais finalement, on est dans 200 ans, tout ça sera peut-être totalement banal. Et les gens qui étaient enfermés dans leur dogme en disant mais c'est des conneries, etc. Tu te rends compte, à l'époque, ils ne croyaient pas à ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a forcément moyen, et pas que par la spiritualité et le cœur, etc., mais par la science, d'aller chercher des infos et moi, avancer. Je suis complètement d'accord avec toi, Jérôme. Moi, quand je reçois beaucoup de physiciens ici, j'ai la sensation que de toute façon, tout cela, la physique va l'expliquer un jour ou l'autre. En fait, et que ce soit dans l'immatérialité ou dans la matérialité, parce qu'il y a la physique matérielle et la physique immatérielle. On aura des semblants d'explications ou carrément des explications. Vous savez, on rappelle toujours que l'alchimie est devenue la chimie et que voilà, donc il y a plein de choses. Que la physique, on s'intéresse de plus en plus mais à bien ça. sûr. Alors, je vais enregistrer une émission demain qui sera postée sur btlv.fr bientôt avec Mallory Clément qui a fait justement une étude sur les zététiciens, ceux qui balayent complètement tous ces sujets et qui disent c'est n'importe quoi, c'est bullshit, la science ne s'y intéresse pas. Et vous allez découvrir dans l'émission, si vous êtes abonné, que finalement, il y a plus de livres et de parutions scientifiques sur la parapsychologie que de livres de zététiciens. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, et notamment des chercheurs. Parce qu'effectivement, et tu as raison de le dire, Jérôme, c'est-à-dire que c'est le sel de la vie, et c'est à mon avis la grande question qui va être soulevée dans les années qui viennent. On voit bien que la Terre vit un truc de fou, il y a une accélération, on vit dans un monde de barges, etc. Il va bien falloir se recentrer sur quelque chose et comprendre qu'on est plus grand et qu'on fait partie d'un grand tout, et que si on fout le bordel, eh ben, tu vas avoir mal, on va tous avoir mal, et que ça va foutre un gros bordel. Je voudrais qu'on aborde quand même dans cette émission, parce que je rappelle, si vous venez d'arriver, qu'on parle avec l'équipe du film À Toujours, dont on a passé un extrait. On en aura d'ailleurs un autre dans un instant, de la réincarnation et de la mission de vie. Le concept de la réincarnation, Sandrine, c'est quelque chose qui te parle ? Ah bah aussi. Aussi, voilà. C'est la totale. Moi, je suis doudou dingue. Bah oui, automatiquement. Pourquoi, si on s'en va, pourquoi ne pas revenir de temps en temps ? Oui. Après, je pense que, comme on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, après, on a sûrement le choix. On a sûrement le choix de revenir ou pas, par rapport à ce qu'on a encore à travailler, puisqu'on est là pour bosser, non ? C'est notre école. Donc, je pense qu'on a toujours le choix, mais bon, quand on revient, je pense que c'est l'âme qui le décide et qui a envie de revenir pour... bosser un petit peu ce qui reste à bosser. Mais oui, bien sûr, ça va avec le packaging, si tu veux, ça aussi. Ça aussi. Philippe, Jérôme, question à tous les deux. Effectivement, on a, comme le disait Sandrine, un travail à faire, une mission de vie, et puis le fait de peut-être revenir une fois que celle que l'on vit actuellement sera terminée. Écoute, moi, ça fait partie de mes convictions. Après, une fois de plus, ça appartient à chacun. Moi, j'ai cette sensation qu'effectivement, on a cette capacité à décider de revenir pour aller, j'ai envie de dire, le terme travailler, quelquefois, peut me déranger, quand bien même moi je l'utilise, mais au moins expérimenter des choses. Parce que je pense que dans l'expérience, on grandit, on se nourrit, et puis certainement que notre structure énergétique grandit aussi et qu'elle a besoin de ça. Et j'ose croire, en tout cas, qu'effectivement, on a ce principe de réincarnation possible, à partir du moment où, une fois de plus, on le souhaite. Et puis, c'est super passionnant, moi, je trouve, en plus, de s'imaginer ça. On a tellement... On n'a pas le temps de tout comprendre. Ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite. Donc autant qu'on en ait plein. Ouais. Et moi, ça me convient. Et une fois de plus... moi, tout ce que j'ai pu parcourir au travers de mes différentes expériences avec ces cultures un peu chamaniques, ça m'a conforté dans cette idée-là, quoi, parce que j'ai été à la rencontre de différents éléments qui me laissent supposer qu'effectivement,
on a cette réincarnation. Ouais. En tout cas, c'est mon idée. Quoi. Dites-nous dans le chat, tiens, si vous avez envie de revenir, etc. Parce qu'il y a Oui. plein de gens qui disent, moi j'en ai vu tellement, je veux plus revenir, etc. Ouais, Dites-nous bien que sûr. voilà, si vous avez envie Ça se comprend. de refaire une autre vie, parce qu'effectivement, il y a des gens qui passent une vie plutôt agréable, et puis il y en a d'autres qui en Une vie chient de un peu merde. plus. Donc voilà, donc, et visiblement, d'après ce qu'on m'a dit, cette vie de merde, elle aurait été peut-être même préparée par l'âme qui se dit je vais revenir, etc. Ouais, en Donc, fonction de ce qu'on a bon, bossé, ouais. troisième extrait du film que Avec vous plaisir. avez réalisé et coécrit avec Monsieur Jérôme Lombard, ici présent, et on en parle. C'est quoi? Des herbes sacrées qui vont t'aider. Tu te sens prêt? Tu te sens prêt? J'adore cette phrase. Est-ce que tu te sens prêt? Parce que finalement, la vraie question est là, est-ce qu'on est prêt à ouvrir tout Est-ce que je me dis souvent quand je suis face à des gens ultra sceptiques, je me dis mais putain, mais pourquoi juste accepter 2 secondes au lieu d'être campé sur les positions? Et je n'arrête pas de le répéter. On vit dans un monde qui a été basé quand même sur quelque chose ou quelqu'un qu'on n'a jamais vu qui s'appelle Dieu. Il y a 75% des gens dans le monde qui croient en ce Dieu qu'on n'a jamais vu. Et ces mêmes gens qui vont à l'église, non, les fantômes, les machins, ça n'existe pas. Ouais. Je dis, mais pourquoi? J'ai jamais vu. Mais t'as pas vu Dieu. Et pourtant, tu y crois quand même. C'est ça qui est incroyable. Tu vois, c'est un peu comme pour les ovnis. Je dis, on peut pas la vie extraterrestre. J'ai plus la sensation qu'on a plus de chances de rencontrer des gens sur d'autres planètes que d'avoir un grand barbu sur la sienne et qui dit voilà les gars, je tire un peu les cartes, tu vois ce que je veux dire. Bon, même si j'imagine qu'il y a une grande conscience derrière tout cela, etc. Mais tu vois, c'est ça qui est fou. J'ai du mal à comprendre. Comment vous l'expliquez qu'il y a encore des gens qui sont... On parlait de physique, il y a des gens, mais il y a des physiciens, ils veulent même pas en entendre parler. C'est quoi? C'est la peur? Oui. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que en fait, tout est dirigé par la peur. J'en reste convaincu parce qu'en fait, supposer qu'il puisse y avoir autre chose, ça met trop dans l'incertitude, alors qu'en fait, tout a été mis en place depuis des siècles pour que on soit rationalisé, qu'on soit effectivement dans des cadres. Et à partir du moment où on sort du cadre, on ne sait plus où on est. Et donc, je pense que c'est vraiment, vraiment la peur qui fait ça, parce que je ne vois pas comment c'est possible de ne pas se dire... Si j'ouvre une porte juste pour voir, expérimenter... Mais oui, un peu de curiosité. Exactement. Ouais. C'est moi la première fois que j'ai fait... Enfin, j'ai été m'intéresser à ça et que je suis allé sur sa cérémonie. Mais la première fois, j'étais tellement, on va dire, rationnel que pour moi, je le faisais, mais genre, vas-y, si tu m'emmènes là-dedans, crois-le. Ouais. Et je suis tombé dedans. Ouais. Parce que j'ai vu des choses qui m'ont interpellé. Et puis au fil du temps, j'ai perçu des choses. Mais si je ne fais pas une fois la démarche d'ouvrir la porte, vas-y, mais même voilà. Un peu moqueur en exactement. disant, vas-y, essaie de me montrer. Moi au départ, je l'ai fait moqueur. Ouais, c'est ça. Et puis au bout du compte, tu t'aperçois que merde. Mais comme dit Pascal, c'est aussi l'éducation. Mais oui, Pascal disait tout à l'heure, effectivement. Depuis tout petit, tu as été éduqué. Complètement. Où c'est presque un sujet de moquerie. Ah oui. Ah bah oui, alors, la moquerie, elle existe. T'imagines à l'école, si tu parles de ça, oh putain. Mais alors, imagine juste un instant dans les médias comment j'ai essuyé les colibés quand j'ai créé BTLV. Donc voilà, Radio Avenir, Radio Fantôme, Radio machin, vas-y, il a pété un câble, il a fumé, enfin voilà. J'ai tout eu moi, donc voilà. Donc, alors que maintenant, il s'intéresse. La peur et l'amour du confort. Parce que le confort... oui, tu sors de ta zone de confort. Le tri psychologique est de zéro, alors que dès que tu commences à sortir de ta zone de confort et que tu t'exposes à ce que tes paradigmes, littéralement, soient pulvérisés, à devoir être obligé de changer complètement ton logiciel, eh ben, le coût psychologique est super élevé. Quelqu'un qui aurait cru dans je ne sais quelle chose toute sa vie, et du jour au lendemain, il s'aperçoit, c'est l'histoire de la caverne de Platon, quoi. Bien sûr. C'est l'allégorie, c'est sûr. Que le monde n'est absolument pas comme il l'imagine. Ouais. C'est out of the box, quoi. Comment ça, c'est insupportable. C'est un truc à devenir fou. Ouais. Donc, mais il y a plein de gens qui ont peur de... Tu m'as parlé tout à l'heure, Jérôme, en me disant, est-ce que tu as des nouvelles de Patrice Pouillard, etc., que je reçois souvent ici, et qui me disait... Je suis un grand fan. Et on se parle souvent avec Patrice, et en fait, on a les mêmes critiques de la part du monde un peu intello, bien pensant, etc. Et en fait, on parlait souvent des gens qui nous attaquent, tu vois, je disais, et en fait, Patrice m'a dit un jour, mais Bob,
t'es comme moi, en fait, tu bouscules les croyances des gens. Bah C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont dans un confort de vie, tout se passe bien, et tout d'un coup, tu bouscules tout ça, tu dis, non, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être différent, il va peut-être y avoir autre chose, il faut peut-être que tes actes ont une conséquence. Et tout ça, ça fait partie, ça fait peur. Alors, ce qui est génial avec Patrice, puisqu'on parle de lui, c'est qu'il a une démarche qui est véritablement scientifique. Alors que la science la refuse en plus, alors qu'il est hyper scientifique dans sa démarche. Oui. Parce que la science aussi c'est un vrai précaré. scientifique à l'ancienne, je dirais. En fait, normalement, un scientifique, moi j'en reçois pas mal sur BTLV qui sont ouverts, des Jean-Pierre Luminet, David Elbaz, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui me disent... en fait, un scientifique, sa première qualité, c'est la curiosité. C'est-à-dire, il y a un truc que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Ah oui, donc voilà, donc, clairement. et c'est en cela. Mais après, beaucoup me disent aussi, mais on est tellement dans notre confort, justement, de petits laboratoires, de machins, on a nos subventions pour travailler. Si on commence à mettre un pied dans la fourmilière, ils ont un peu peur. Bon, écoutez, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, mesdames, messieurs. Déjà ? Oui, on a été ravis en tout cas de vous avoir tous ici même. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur BTLB pour ce film, on le rappelle. Voilà, à toujours. Alors, beaucoup de gens nous ont dit où est-ce qu'on peut le voir, Alors, Philippe, réalisateur. Pour l'instant, on peut le voir que dans les festivals lorsqu'il va être sélectionné dans les festivals. C'est la première partie. Après, on pourra effectivement le voir, je le mettrai sur des plateformes de façon à ce qu'il soit accessible. Et puis, en attendant, il y a le bouquin. En attendant, il y a le bouquin. Ça part de ce bouquin. Oui, tout à fait. De toute façon, et puis, déjà, il peut-être en télé à un moment ou à un autre. Et puis, on est en train de voir pour le faire passer en télé, donc ça, mais je te donnerai l'info si c'est le cas. Après, il y a le bouquin à lire qui est quand même vachement intéressant. Ouais. Et puis, c'est pas parce que je l'ai écrit. Hein, c'est vrai qu'il est pas mal. On a bien compris. Allez, tiens, regarde, je le remets. Juste pour toi, cadeau. Voilà. Ah, merci, voilà. C'est très beau bouquin. Et puis, j'ai un tout petit éditeur, en plus, ça, c'est sympa, parce qu'il faut faire bosser les petits éditeurs aussi. Mais non, après, écoute, moi, on va essayer de le diffuser d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est vrai que quand il vit pendant le festival, on n'a pas l'opportunité de trop le positionner sur des plateformes, parce que les festivals n'apprécient pas du tout. Bien sûr, il faut d'abord qu'il y ait la primeur. Voilà, donc là, on va dire pendant une petite année, la primeur, c'est dans les festivals. Puis après, on fera en sorte de le diffuser de manière que chacun puisse le voir. Et puis, peut-être qu'on le mettra un jour, on fera une spéciale sur BTLV. Exactement, avec un immense plaisir en plus de ça. Franchement, c'est très bien que moi ici, c'est comme ma maison, moi ici BTLV. Et donc, moi, je suis toujours ravi de venir là. Et puis une fois de plus, celui-ci, il a aussi quand même cette vocation à aller titiller quand même les gros investisseurs pour le long, parce que le long, on a envie de... On a envie de transmettre. Et puis tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tous ces éléments de l'invisible, ainsi de suite. Je trouve que la démarche qui consiste à montrer sous forme de fiction ces possibilités d'ouverture de porte vers un autre monde. Non, mais surtout quand même, Philippe, toi qui es réalisateur, Jérôme, scénariste, Netflix, c'est que ça. Mais exactement. Quand tu regardes le nombre de productions aujourd'hui qui sont branchées sur les sujets de BTLV, j'ai l'impression que c'est BTLV au cinéma. Mais complètement. Et en fiction, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Et les Français sont encore frileux à ça. Donc, il y avait eu le film sur Corinne Sambrin. Avec, qui était allé très loin d'ailleurs, avec Cécile Lefrance, qui était vachement bien. Donc voilà. Mais putain, mais c'est encore. Et quand je vois les Américains, peut-être que tu devrais passer par l'Amérique ou par un autre. J'essaye en ce moment. Ah ben voilà. Parce que je me dis, peut-être que c'est un marché qui est plus ouvert que nous. Et c'est fort dommage parce que je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose. Tu sais, c'est comme quand on est vraiment au bord du plongeoir et qu'on s'apprête à plonger et qu'on a un peu la trouille, puis au dernier moment, vas-y, on y va. Ouais. Je pense qu'on est là, dans ce moment de bascule. Et moi, je l'ai vu au Festival de Cannes où j'étais, et on avait beaucoup discuté entre producteurs et ainsi de suite, indépendants. Et on sent qu'il y a une bascule qui est en train de se faire pour passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Un autre concept. Exactement, un autre concept où on va transmettre au travers de quelque chose de fiction, mais on va transmettre des valeurs, on va transmettre autre chose. N'oubliez pas que le cinéma est un média. Il transporte l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'émotion, du rire, de l'information, du documentaire, il y a plein de choses. Je rappelle les actualités des uns et des autres. Il y a Stéphane Roux qui est dans le film, qui est actuellement au théâtre et qui doit être sur scène dans 20 minutes. Voilà. Glenn Gould, naissance d'un prodige de Molière. Donc c'est jusqu'au 16 septembre au Splendide. Ouais. Il y a également le livre, on l'a dit. Ce soir, Pascal Légitimus nous a quittés parce qu'en fait, il était sur scène également, mais pour soutenir la cause. Oui, tout à fait. Arménienne notamment. Sandrine, il y a une actualité, il y a les vacances, il y a quoi Vacances pour l'instant. Pour l'instant, des vacances. Des choses un petit peu trop embryonnaires pour en parler. D'accord. Voilà. Jérôme ?
Une actualité commune. Voilà, donc notre cours et puis le projet de long qu'on veut pousser. Bon, génial. J'espère que vous serez entendus. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Je ne le dirai jamais assez. Sans les abonnés, il n'y aurait pas de BTLV. On est là depuis 10 ans. Complètement. Alors, juste pour info, je pars en vacances vendredi. Donc, la semaine prochaine, il y aura des émissions cryptées qu'on va vous offrir en clair. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir des émissions auxquelles vous n'avez pas forcément accès si vous n'êtes pas abonné. Voilà, pendant 2 semaines, on reviendra avec une libre antenne et un numéro spécial sur les archives du paranormal avant qu'on reparte en vacances au mois d'août avec David Gallet et Jocelyn F. Keller. Passez une excellente nuit, portez-vous bien, salut.